Mon gendre m'a regardé avec un mépris qu'on pouvait sentir sur la peau et il a dit « Monsieur Marcel, il n'y a pas d'argent pour vous. Point final. » Ma fille a complété « Papa, on a besoin d'une pause de toi. T'as vécu toute ta vie comme un médiocre. » Ils ont invité tout le monde, les beaux-frères, les beaux-parents de ma fille, même ce cousin que personne n'avait vu depuis des années. Mais moi, j'ai été laissé de côté. Ils ont réservé 8 chambres à l'hôtel Le Rocher Blanc. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cet hôtel m'appartenait déjà. Si cette histoire te donne des frissons, abonne-toi maintenant. Ici, on raconte des histoires vraies qui font tout remettre en question. Dis-moi dans les commentaires d'où tu me regardes. Je m'appelle Marcel Thierry. J'ai 78 ans et en ce moment précis, je suis debout devant la fenêtre de la suite présidentielle de l'hôtel Le Rocher Blanc à Biarritz, en train de regarder le parking. 3 SUV noirs viennent de se garer. Je reconnais le premier, c'est celui de mon gendre. Les 2 autres doivent appartenir à sa famille. À ma famille aussi, non, je crois. Même s'ils font comme si je ne faisais plus partie de rien. Je vois tout le monde descendre. Valise, mine satisfaite, vêtements de marque, rire décontracté. Ma fille, Nathalie, est la première à sortir. Elle porte d'énormes lunettes de soleil. Elle a l'air heureuse. Ça fait des mois qu'elle n'était pas heureuse près de moi, mais maintenant, elle l'est. Maintenant que je n'y suis pas. 2 semaines plus tôt, tout le monde était assis dans le salon de chez moi. Ma maison simple, 2 chambres, avec ses meubles anciens que Colette, ma femme, avait choisis il y a 30 ans, quand on croyait encore que le temps durait pour toujours. Grégoire, mon gendre, était debout au milieu du salon comme si le sol lui appartenait, une tablette à la main. « Bon, la famille », il a dit avec ce petit rire qui m'a toujours mis la puce à l'oreille. J'ai réservé 8 chambres à Biarritz, 5 nuits, tout payé. Les yeux de tout le monde ont brillé, sauf les miens. Je savais déjà ce qui allait suivre. Philippe, Martine, vous venez. Damien, Virginie, vous aussi. Et bien sûr, Nathalie, Chloé et moi. Chloé, ma petite fille de 12 ans, a été la seule à poser la question évidente. Et papy ? Grégoire n'a même pas regardé la petite. Il a juste affiché un sourire encore plus grand. Chloé, c'est pour les gens qui ont fait quelque chose de leur vie. Ton grand-père, eh bien, il a juste existé. Les mots ont frappé comme des pierres. Personne n'a rien dit. Ma fille Nathalie, ma propre chair, a juste baissé la tête. Puis elle a ouvert la bouche. « Papa, comprends, on a besoin d'espace. T'as vécu toute ta vie comme un médiocre. Gâche pas ça aussi. » J'ai senti ma bouche s'assécher, l'air devenir lourd, épais, comme s'il entrait mais ne sortait plus. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste souri. D'accord, profitez bien. Tout le monde a pensé que j'avais abandonné, que j'avais finalement accepté ma place, le vieux inutile qui ne servait plus à rien. Chloé a encore essayé de protester, mais Grégoire l'a fait taire d'un seul regard. « Ton grand-père va bien, t'inquiète pas. Et puis de toute façon, il n'y a pas d'argent pour tout le monde. » Mensonge. Ça a toujours été un mensonge, mais personne n'a posé de questions. Philippe, le père de Grégoire, un avocat d'affaires prospère de 60 ans, a hoché la tête en signe d'approbation. C'est mieux comme ça. Parfois, il faut laisser le poids mort derrière. Damien et Virginie, les beaux-frères de Nathalie, ont ri tout bas. Seule Chloé a pleuré. Et moi j'ai souri, parce que je savais exactement où ils allaient. Et maintenant, je suis ici, dans la suite présidentielle, la même suite que Grégoire a demandé, et qu'il n'a pas pu avoir parce qu'elle était déjà occupée. Occupée par moi. Je prends mon téléphone, j'écris un message à Sylvie Marchand, la directrice de l'hôtel. Ils sont arrivés, le spectacle commence. Elle répond aussitôt « Tout est prêt, monsieur Thierry, tout est en place. » Sylvie travaille avec moi depuis 30 ans, depuis qu'on a ouvert le premier hôtel du groupe. Elle sait tout, elle sait qui je suis, elle sait ce que je m'apprête à faire, et elle est de mon côté. J'enfile le costume clair que j'ai laissé sur le cintre ce matin, chemise blanche, chaussures en cuir. Je me regarde dans le miroir. Je vois un homme vieux, fatigué, mais pas vaincu. Jamais vaincu. Je pense à Colette, ma femme, la femme qui a tout construit avec moi, la femme qui est partie il y a 1 an lors d'une opération qui devait être simple. Je me souviens de ses derniers mots quand elle a serré ma main à l'hôpital, avec ses yeux pleins de peur, mais avec une force dont je ne sais pas d'où elle venait. «
Fais-le quand il le faudra, Marcel, quand ce sera nécessaire. Ce jour-là, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, je comprends. Colette et moi, on a choisi de vivre discrètement, sans luxe, sans étaler. On avait un accord. Nos enfants ne sauraient rien de notre fortune jusqu'à ce qu'ils soient mûrs, jusqu'à ce qu'ils comprennent la valeur des choses et la valeur des gens. S'ils savent qu'on a de l'argent, elle me disait, en remuant sa casserole dans notre petite cuisine, ils vont grandir en pensant que tout est facile, que les gens n'ont pas d'importance, que seul compte ce qu'on possède. Et j'étais d'accord. J'ai toujours été d'accord. Mais Colette avait peur d'autre chose encore, de quelqu'un d'autre. De Nathalie. Nathalie, c'est comme mon père, Colette m'a dit un jour avec de la tristesse dans les yeux, ambitieuse, froide, elle marchera sur n'importe qui pour monter. Je ne voulais pas y croire. C'était ma fille, ma petite. Mais Colette avait raison. Elle avait toujours raison. Quand Nathalie avait 20 ans, elle a arrêté de parler à sa cousine, Nadège, parce qu'elle n'était pas de son niveau. Quand elle a convaincu son frère, Antoine, de ne pas étudier dans une université publique parce que ça faisait mauvais genre. Quand elle a refusé de travailler dans les affaires familiales parce qu'elle ne voulait pas se salir les mains. J'ai toujours pensé qu'elle allait mûrir, que le temps arrangerait les choses, mais le temps n'a fait qu'empirer. Je prends une grande inspiration, je regarde à nouveau par la fenêtre. Ils entrent déjà dans le hall. Je vois Grégoire marcher comme s'il était le propriétaire des lieux. Je vois Nathalie rire de quelque chose qu'il a dit. Je vois Chloé derrière tout le monde, la tête baissée. Je pense à mon fils, Antoine, le seul qui ne m'a jamais tourné le dos. Mais lui non plus n'a pas été invité. Ça rentre pas dans le budget, a dit Grégoire. Mensonge. Antoine ne rentre pas dans ses plans. Antoine me défend. Antoine sait que je ne suis pas médiocre. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Je prends le badge doré posé sur la table. Il est écrit « Propriétaire, Marcel Thierry ». Je l'accroche à ma poitrine. Je sens le poids, pas du métal, du moment. Colette me regarde depuis la photo que je garde sur la table de nuit. Elle sourit. Ce sourire qu'elle me faisait quand elle savait que je faisais ce qu'il fallait. C'est aujourd'hui, mon amour, je dis tout bas. Aujourd'hui, ils vont savoir qui je suis, qui nous étions, et pourquoi on a choisi d'être invisible. Je vais jusqu'à la porte, je baisse les yeux, je respire et je sors. Je ne vais pas encore dans le hall, non. D'abord, j'observe. J'ai toujours été bon pour observer. 35 ans à construire des hôtels m'ont appris une chose. Les gens montrent qui ils sont vraiment quand ils pensent que personne d'important ne regarde. Et maintenant, depuis le couloir du 2e étage, caché derrière une colonne, je vois comment ma famille traite le personnel. Comment Grégoire parle. Comment Nathalie approuve de la tête. Comment tout le monde rit de choses qui n'ont même pas de quoi faire rire. Et j'attends, parce que l'heure n'est pas encore venue. Mais elle approche, beaucoup trop. Grégoire entre dans le hall comme s'il arrivait dans son propre palais. Chemise blanche en lin, pantalon beige, lunettes de soleil hors de prix. Philippe, son père, marche à côté de lui. 60 ans, costume impeccable, cette allure d'avocat qui parle en regardant de haut et qui semble ne jamais perdre une discussion. Derrière vient Martine, la mère de Grégoire. Élégante mais silencieuse, puis Damien et Virginie, les beaux-frères. Et en dernier, Nathalie avec Chloé. Ma petite fille marche comme si elle voulait disparaître. Léa, la réceptionniste, une jeune femme de 23 ans, grands yeux et sourire professionnel, les accueille. Bienvenue à l'hôtel Le Rocher Blanc. À quel nom est la réservation? Grégoire ne la regarde même pas, il jette juste son document sur le comptoir. Beaumont, Grégoire Beaumont, 8 chambres premium. Léa vérifie sur l'ordinateur, ses doigts volent sur le clavier. Oui, monsieur, tout est confirmé. Chambre avec vue sur mer. Grégoire coupe immédiatement. Je veux que ce soient les meilleurs. Compris? Léa garde son sourire, mais je vois ses doigts se crisper sur les touches. Bien sûr, monsieur. Les meilleures chambres disponibles sont déjà réservées pour vous. Grégoire lâche un rire, un son sec, moqueur. Disponible, j'ai payé. Je veux les meilleurs de l'hôtel. Peu importe s'il y a quelqu'un dedans. Débrouillez-vous. Philippe approuve avec son air de celui qui a toujours raison. Mon fils a raison. Pour le prix qu'on paie, on attend l'excellence. Nathalie s'approche du comptoir.
Robe blanche, maquillage impeccable, cet air de supériorité qu'elle a pris de Grégoire avec le temps, sans même s'en rendre compte. Et pour être honnête, ce hall est un peu petit, non? Pour un hôtel de ce standing. Damian lâche un petit rire. J'ai remarqué aussi. On dirait un 3 étoiles. Virginie essaie de le faire taire, mais elle sourit avec lui, comme si c'était drôle. Léa prend une grande inspiration. « Madame, je vous assure que nos installations sont de première qualité. » Le rocher blanc est reconnu dans toute la région. Grégoire tape la paume de sa main sur le comptoir. Ce n'était pas un coup de poing, non, mais c'était suffisant pour que tout le monde tourne la tête. Je me fiche de ce que disent les avis. Je veux parler à la directrice, maintenant. Martine, la mère de Grégoire, s'assoit sur un des canapés du hall. On voit son malaise. Elle est toujours mal à l'aise quand son fils fait ce genre de scène, mais elle ne dit jamais rien. Elle ne le retient jamais. Chloé s'assoit à côté d'elle. Ma petite fille regarde sa mère, regarde Grégoire, puis regarde ses propres mains. Elle a honte. Je le vois à la façon dont elle rentre les épaules, à la façon dont elle se mord la lèvre inférieure, essayant d'avaler ses larmes et l'humiliation avec. Léa prend le téléphone. « Je vais appeler la directrice, monsieur. Un instant, s'il vous plaît. » Grégoire croise les bras. Intérêt à ce que ça soit rapide. Philippe pose la main sur l'épaule de son fils. « Du calme, Grégoire. Tu sais comment c'est dans ces endroits. Faut exiger. » J'observe tout depuis le 2e étage. Je suis appuyé sur la rambarde, habillé simplement. Chemise en jean, pantalon confortable, une casquette. Personne ne me reconnaît, personne ne me voit. Je suis juste un client de plus, juste un vieux de plus. Je ressens de la colère. Mais il y a autre chose aussi, quelque chose de plus froid, de plus calculé. Parce que ce n'est pas la première fois que Grégoire traite les gens comme ça. Je me souviens quand il est venu chez moi il y a 6 mois, après l'enterrement de Colette. Il s'est assis dans mon salon et a lâché « Monsieur Marcel, il serait temps de vendre cette maison. Elle ne vous sert plus à rien. Nathalie et moi, on peut vous aider à trouver quelque chose de plus approprié. » Approprié. Ce mot. Comme si je ne méritais même plus le sol sur lequel j'ai marché pendant 30 ans. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Sylvie Marchand en sort. 55 ans, élégante, cheveux courts, tailleur noir, talons qui claquent ferme sur le marbre. Tac, tac, tac. Comme quelqu'un qui ne demande pas la permission d'exister. Sylvie ne marche pas. Sylvie prend possession de n'importe quel endroit où elle entre. Elle me jette un regard en passant. Juste une seconde. Assez pour que je sache que tout est sous contrôle. Elle arrive au comptoir. « Bonjour. » Je suis Sylvie Marchand, directrice générale de l'hôtel. En quoi puis-je vous aider, monsieur Beaumont? Grégoire la jauge de haut en bas. Enfin, quelqu'un avec de l'autorité. Il faut que vous amélioriez ce service. Cette petite-là ne sait pas ce qu'elle fait. Léa baisse les yeux. Je la vois serrer les poings sous le comptoir, cachée, comme quelqu'un qui essaie de ne pas s'effondrer devant tout le monde. Sylvie reste calme. Ce calme que seuls ceux qui ont de l'expérience arrivent à garder. Monsieur Beaumont, Léa est l'une de nos meilleures réceptionnistes. Mais dites-moi exactement ce dont vous avez besoin. Grégoire pointe du doigt comme s'il pointait une marchandise. Je veux les meilleures suites. Vues sur mer. Toutes. Peu importe qui est dedans maintenant. Je les veux. Maintenant. Sylvie sourit. Un sourire petit, professionnel. Mais je vois ce que Grégoire ne voit pas. Je vois l'acier derrière ce sourire. Monsieur, malheureusement la suite présidentielle est occupée. C'est la meilleure de l'hôtel. Mais vos chambres sont excellentes. Grégoire coupe encore. Je m'en fiche. Je veux cette suite. Je paie le double, le triple, s'il le faut. Philippe s'approche. Mon fils est habitué au meilleur. Je comprends que vous ayez des règles, mais je suis certain que tout a un prix. Sylvie me regarde encore une fois. Juste une seconde. Je fais non de la tête, très lentement. Elle comprend. Je suis désolé, messieurs. L'occupant de la suite présidentielle est permanent. Elle n'est disponible en aucun cas. Grégoire rit fort. Très fort. Permanent? C'est quoi le propriétaire? Sylvie soutient son regard. Quelqu'un de très important pour cet hôtel, monsieur Beaumont. Très important. Nathalie s'approche. Grégoire, laisse tomber. Les chambres qu'on nous a données sont très bien. Mais Grégoire l'ignore, comme toujours. Non, Nathalie. On a payé pour le meilleur et on aura le meilleur.
Il se tourne vers Sylvie. « Écoutez, je ne sais pas qui est cet hôte si important, mais moi aussi je suis important. Je suis homme d'affaires. Mon père est avocat d'affaires. On a des contacts. Si cet hôtel n'est pas à la hauteur, croyez-moi, tout le monde le saura. » Philippe approuve. « Mon fils a raison. Un mauvais avis peut détruire un établissement. » Sylvie ne scie même pas. « Soyez tranquille, monsieur Beaumont. Ici, tout le monde reçoit exactement ce qu'il mérite. » Il y a quelque chose dans cette phrase. Quelque chose qui fait tiquer Grégoire. Quelque chose qui fait froncer les sourcils à Philippe. Mais aucun des deux ne dit rien. Sylvie tend les cartes à Léa. « Léa, s'il te plaît, accompagne ces messieurs-dames jusqu'à leur chambre. 8e étage, les meilleurs disponibles, comme convenu. » Léa confirme de la tête, prend les cartes clés. Sa voix sort un peu tremblante. « Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Grégoire tire sa valise. « Ça ne va pas en rester là. Je veux un dîner spécial ce soir au meilleur restaurant de l'hôtel, et le service a intérêt à être parfait. » Sylvie acquiesce simplement. « Bien sûr, monsieur. Parfait, comme vous le méritez. » Tout le monde entre dans l'ascenseur. Chloé est la dernière. Avant d'entrer, elle tourne la tête. Elle me voit. Je suis encore au 2e étage, appuyé sur la rambarde. Nos yeux se croisent. Elle ouvre la bouche comme si elle allait dire quelque chose, mais Nathalie la tire par le bras. « Chloé, avance !» Ma petite fille entre dans l'ascenseur. Les portes se ferment. Sylvie reste dans le hall. Puis elle marche jusqu'à l'escalier et monte. Elle vient directement là où je suis. Elle ne dit rien. Elle me tend juste une enveloppe. Je l'ouvre. Ce sont des photos. Des photos de Grégoire en réunion avec des gens que je ne connais pas. Des papiers étalés sur la table. Sylvie parle tout bas. « Moreau est arrivé ce matin. Il a tout préparé. » Je ferme l'enveloppe et confirme de la tête. « Merci, Sylvie. » Tel fait un sourire bref. « À votre service, patron. » 1 heure plus tard, Grégoire rôde déjà dans l'hôtel, comme s'il était inspecteur sanitaire. Il a un petit carnet à la main. Philippe marche à côté, approuvant chaque commentaire. Il passe par la piscine. Grégoire s'arrête, regarde autour de lui, secoue la tête. « C'est petit, ça. Pour 8 chambres premium, je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant. » Philippe se penche, plonge la main dans l'eau. « Elle est froide, Grégoire. »« Vraiment froide. » Grégoire note dans son carnet. Des clients regardent, mal à l'aise, ne sachant pas où poser les yeux. Nathalie est assise sur une chaise longue, le nez dans son téléphone. Elle lève la tête. « Grégoire, n'exagère pas. C'est bien. » Il ne se retourne même pas vers elle. « Nathalie, tu n'y connais rien en hôtellerie. Moi, si. C'est pas à la hauteur. » Il se dirige vers la salle de sport. Grégoire entre, vérifie les machines, soulève les poids, inspecte les serviettes comme s'il cherchait des défauts à la loupe. « Combien de machines ici? 8, 9 ? Un hôtel de ce niveau devrait en avoir au moins 20. » Philippe hoche la tête. « Mon fils est très pointilleux. Il sait ce qu'est la qualité. » Grégoire prend une serviette, la renifle et fait une grimace. Ces serviettes ne sont pas bien lavées. Ça sent le renfermé, l'humidité. Un jeune employé qui nettoyait là s'approche, tout gêné. « Monsieur, les serviettes sont changées 3 fois par jour. Si vous voulez, je peux vous apporter... » Grégoire le coupe. « Je me fiche de ce que vous pouvez faire. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous auriez déjà dû faire. » Le garçon baisse la tête, s'excuse et s'en va rapidement. Ils arrivent au restaurant, milieu d'après-midi, presque vide. Gérard, un serveur de 68 ans, cheveux tout blancs, mains tremblantes à cause de l'âge, les accueille avec un sourire. « Bonjour, messieurs, dames. Vous désirez boire quelque chose ?» Grégoire s'assoit sans même le regarder. 2 cafés, bien fort, et qu'ils arrivent chauds. Philippe s'assoit aussi. « Apportez le menu du dîner. On veut voir ce que vous proposez. » Gérard confirme, note sur un vieux carnet. « Je connais cet homme. Gérard travaille dans mes hôtels depuis le début. C'était l'un des premiers employés. C'est moi-même qui l'ai formé. Je lui ai appris une chose que j'ai apprise dans la vie à force de prendre des coups. Servir, ce n'est pas se rabaisser. Bien accueillir quelqu'un ne rend personne plus petit. Mais Grégoire ne voit pas les choses comme ça. Grégoire n'a jamais vu les choses comme ça. » Gérard revient avec 2 tasses de café, les pose avec précaution devant Grégoire et Philippe. Grégoire prend la tasse, la porte à sa bouche, boit une gorgée.
Aussitôt, il repose la tasse sur la soucoupe. Le bruit résonne dans le restaurant. Il est tiède. Vous m'avez apporté un café tiède. Gérard blêmit. Monsieur, je viens de le préparer. Laissez-moi vous en apporter un autre. Grégoire coupe encore. Je ne veux pas vous parler. Je veux votre supérieur. C'est inadmissible. Nathalie, qui vient d'arriver au restaurant, entre dans la conversation, se croyant importante. Dans un vrai hôtel, ça n'arriverait pas. Et elle rit comme si c'était drôle. Gérard baisse la tête. Toutes mes excuses, messieurs, dames. Je reviens tout de suite. Je suis assis à une table au fond du restaurant. Lunettes de soleil, casquette, chemise en jean, un journal ouvert devant moi. Mais je ne lis pas, j'observe. Je vois Grégoire rabaisser Gérard. Je vois Nathalie rire. Je vois Philippe approuver avec satisfaction. Mon fils a raison, le service doit être impeccable. Gérard se dirige vers la cuisine. Quand il passe près de ma table, nos yeux se croisent. Il me reconnaît immédiatement. Il écarquille les yeux, faillit dire quelque chose, faillit lâcher un « Monsieur Marcel », mais je lève un doigt très lentement. Silence. Pas encore. Gérard comprend, confirme de la tête et continue à marcher. Mais je le vois s'essuyer les yeux avec le dos de la main, et je sens la colère monter dans ma gorge, chaude et amère. Grégoire prend le menu que Gérard a laissé, le feuillette avec mépris. « Regarde ça, papa. Homard au prix du jour, saumon importé, 20 français. Je parie que c'est du tout venant. » Philippe rit. « C'est pour ça qu'il faut se renseigner avant. Ces petits hôtels-boutiques se croient spéciaux, mais ils n'ont aucun niveau. » Nathalie arrive, s'assoit avec eux et jette un œil au menu aussi. Le visuel est joli, mais le service, t'as vu? Grégoire ferme le menu d'un coup sec. Quand on partira, je laisserai un avis. Un avis bien honnête pour que tout le monde sache à quoi s'attendre ici. Philippe confirme. C'est ton devoir, mon fils. Les gens doivent connaître la vérité. Je continue d'observer, continuant de tout graver dans ma tête. Chaque mot, chaque geste, chaque humiliation. Je pense à combien de fois Grégoire a déjà fait ça. Combien de fois il a maltraité des gens qui faisaient juste leur travail. Je me souviens de l'anniversaire des 10 ans de Chloé. On avait fait une petite fête à la maison. Rien de grand, juste la famille. Grégoire était arrivé en retard, c'était plein de la nourriture que Colette avait préparée. On dirait de la bouffe de cantine, Nathalie. Ta mère aurait dû faire appel à un traiteur. Colette avait entendu. Elle n'avait rien dit, mais j'ai vu sa main trembler quand elle a coupé le gâteau. Grégoire ne s'est jamais excusé. Il ne s'excuse jamais. Philippe se lève. Je monte vérifier les chambres. Je veux voir si au moins ça, c'est correct. Grégoire se lève aussi. Bonne idée. Et en chemin, on voit quelles autres parties de cet endroit sont à l'abandon. Ils s'en vont. Nathalie reste encore un moment. Elle finit son eau, regarde autour d'elle. Son regard passe là où je suis. Mais elle ne me voit pas. Elle ne voit qu'un vieux avec une casquette qui lit le journal. Rien d'important, rien qui mérite d'être remarqué. Elle se lève et sort. Je baisse le journal, je prends une grande inspiration. Gérard réapparaît et commence à débarrasser la table où ils étaient assis. Il rassemble les tasses. La tasse que Grégoire a reposée brutalement est fêlée. Gérard la prend avec précaution. Un éclat lui coupe le doigt, du sang coule. Et il l'essuie juste avec une serviette, comme si ce n'était rien, comme s'il devait tout supporter en silence, même quand ça fait mal. Je me lève et vais vers lui. « Gérard !» Il se retourne, surpris. « Monsieur Marcel, vous ne devriez pas... » Je prends sa main et regarde la coupure. « Va soigner ça. » Il refuse. « Ce n'est rien, monsieur Marcel. J'ai connu pire. » Je lui serre l'épaule avec tendresse et fermeté. « Je sais, mon vieux. Je sais. Mais demain, tout ça sera fini. » Gérard me regarde, les yeux pleins d'eau. « Vous allez vraiment le faire ?» Je confirme de la tête. « Oui. » Il sourit, un sourire triste mais soulagé. « Merci, monsieur Marcel, pour tout. » Et il s'en va. Je reste là, debout, regardant cette tasse fêlée sur le plateau, pensant à combien de choses, au-delà de la porcelaine, sont aussi brisées. Et comment est-ce que je vais réparer tout ça? Je monte dans ma suite. Sylvie m'attend dans le couloir. Comment ça s'est passé? J'entre. Elle entre derrière moi. Je m'assois sur le canapé. Pire que ce que j'imaginais. Sylvie s'assoit en face de moi. Moreau est en route. Il apporte les documents finaux. Je confirme. Et l'autre chose?
Elle sort sa tablette et me montre. Ce sont des emails, des messages, des conversations entre Grégoire et quelqu'un d'autre, un certain Marco. Je lis tout. Un plan pour mettre des biens en garantie, pour prendre des prêts au nom de Nathalie, pour liquider des actifs inutiles. Mon estomac se serre comme si j'avais reçu un coup à l'intérieur. Nathalie est au courant de ça? Sylvie secoue la tête. Je ne crois pas. Grégoire lui fait signer des choses sans bien lui expliquer. Je ferme les yeux. Je pense à ma fille, à comment j'ai élevé Nathalie, à combien Colette a aimé cette petite, et à ce qu'elle a choisi de devenir. Elle a choisi un homme qui l'utilise, qui la manipule, qui me méprise. Mais demain, elle verra. Elle verra tout. Sylvie se lève. Reposez-vous, monsieur Marcel. Demain sera une longue journée. Elle sort. Je reste assis, regardant par la fenêtre, voyant la mer sombre dehors, pensant à Colette. J'aurais voulu que tu sois là, mon amour. J'aurais voulu que tu vois ça. Mais je sais que d'une certaine façon, elle est là. Elle est là, avec moi, me guidant, me disant que je fais ce qu'il faut. Et ça me donne la paix. C'est déjà le soir. Le restaurant de l'hôtel est presque vide. Il n'y a qu'une grande table, ronde, en plein milieu, réservée. 8 chaises, 8 personnes. Ma famille. Je suis à une autre table tout au fond, presque dans l'ombre. Gérard m'a apporté un café il y a une dizaine de minutes. Je n'y ai même pas touché. J'observe. La table est décorée de fleurs, de bougies, de verres à vin qui brillent dans la lumière tamisée. Grégoire arrive le premier, Nathalie à son bras. Elle porte une robe noire, élégante. Lui est en chemise blanche et veston. Chloé vient derrière, dans une robe rose qui est un peu trop grande pour elle, qui flotte un peu, comme si ses vêtements n'étaient pas les siens, ni cet environnement. Derrière arrivent Philippe, Martine, Damien et Virginie. Tout le monde s'assoit, rit, parle fort, comme s'ils étaient les seuls propriétaires du restaurant. Un jeune serveur prend la commande. Grégoire commande un vin cher. Philippe commande le même. Damien sort une blague. Virginie rit. Nathalie regarde son téléphone. Chloé fixe son assiette vide. Elle ne dit rien. Elle regarde, c'est tout. Le serveur apporte le vin. Grégoire goûte, confirme de la tête. Celui-là est bon. Enfin quelque chose de correct dans cet endroit. Philippe lève son verre. Un toast. Tout le monde lève son verre, sauf Chloé. Elle tient juste le sien sans aucune envie. Philippe parle fort. « À mon fils, Grégoire, un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui ne se contente pas, qui cherche toujours le meilleur. » Les verres s'entrechoquent. « Santé. » Grégoire sourit. Ce sourire que je connais trop bien. Ce sourire qui dit « Je suis meilleur que toi. » Il lève son verre aussi. À ma femme Nathalie qui a enfin compris qu'il faut s'entourer de gens qui réussissent, de gens qui apportent quelque chose, pas de gens qui ne font que gêner. Il regarde Nathalie. Elle sourit. Mais c'est un sourire du coin des lèvres, dur, forcé. Je connais ma fille. Je sais quand elle fait semblant. Et là, elle fait semblant. Les verres s'entrechoquent à nouveau. Damien, le beau-frère, se racle la gorge. Et trinquons aussi au fait d'avoir laissé le poids derrière nous. Parfois, c'est nécessaire. Rire. Des rires à moitié gênés, à moitié tordus, mais des rires quand même. Nathalie ne rit pas. Elle prend juste une gorgée rapide comme si elle voulait noyer quelque chose au fond d'elle. Chloé n'a pas touché à son repas. Elle fixe son assiette, la fourchette à la main, les yeux pleins d'eau. Personne ne le remarque. Personne ne lui demande si elle va bien. Tout le monde est trop occupé à faire la fête. Fêter quoi? Je ne sais même pas. Fêter le fait de m'avoir laissé de côté, j'imagine. Soudain, Chloé se lève. La chaise racle le sol dans un bruit fort. Tout le monde la regarde. « Tu vas où ?» C'est Nathalie qui demande. Chloé ne regarde même pas sa mère. « Aux toilettes. » Nathalie confirme de la tête. « Fais vite. » Chloé part d'un pas rapide, comme quelqu'un qui s'échappe. Elle traverse le restaurant. Son chemin passe près de ma table. Trop près. Elle me voit. Elle s'arrête net, figée. Ses yeux s'écarquillent. « Papy ?»
Je fais un signe rapide, affolé, pour qu'elle ne parle pas fort, pour ne pas attirer l'attention. Elle comprend. Elle regarde sa table. Personne ne regarde. Tout le monde est occupé avec les verres, les rires, les toasts vides. Chloé fait encore 2 pas et s'arrête à côté de ma table. Elle ne s'assoit pas, elle reste juste debout, tremblante. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Sa voix sort dans un murmure brisé. Je lui prends la main rapidement. « Assieds-toi juste une seconde, vite !» Elle s'assoit sur le bord de la chaise, comme si elle était prête à se lever et courir à tout moment. « Papy, ils ont dit que vous... » Elle ne finit pas. Elle n'y arrive pas. Je lui serre la main. « Je sais, ma petite, je sais tout. » Maintenant, les larmes coulent déjà sur son visage. C'est pas juste. C'est pas juste ce qu'ils vous ont fait. Maman elle t'a... Je pose un doigt doucement sur sa bouche. Chloé, écoute, j'ai besoin que tu ne dises rien à personne. Compris? Elle confirme de la tête, confuse. Pourquoi? Pourquoi vous êtes là? Je lui fais ce sourire que je lui fais toujours, même quand ça fait mal à l'intérieur. Parce que parfois, il faut être justement là où on ne veut pas de nous pour qu'ils voient la vérité. Elle fronce les sourcils. Quelle vérité? Je ne réponds pas. Je lui serre juste la main encore une fois. Demain, Chloé, demain tu comprendras tout. Mais maintenant j'ai besoin que tu y retournes et que tu ne dises rien. Rien sur le fait que tu m'as vu ici. Tu me le promets? Chloé hésite, regarde sa table, me regarde, puis confirme. Je promets. Elle essuie son visage avec le dos de la main, se lève, mais avant de partir, elle se penche et me serre fort dans ses bras. Vite. Je t'aime, papy. Je lui embrasse le front. Et moi aussi je t'aime, ma petite. Maintenant vas-y, avant qu'il remarque. Elle confirme et va aux toilettes. Elle disparaît dans le couloir. Je prends une grande inspiration et regarde la table de ma famille. Personne n'a rien vu. Personne n'a remarqué que Chloé était partie. Tout le monde continue à rire, boire, faire la fête. Mais Nathalie regarde du côté où Chloé est partie. Elle fronce les sourcils. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Elle se lève. Nathalie se dirige vers les toilettes, pressée, déterminée. Elle passe devant ma table si près que je pourrais tendre la main et la toucher. Mais elle ne regarde pas. Je baisse la tête et me cache derrière le journal. Elle continue à marcher et disparaît dans le même couloir. J'attends. Des secondes qui deviennent des heures. Puis les deux reviennent. Chloé arrive en premier, les yeux rouges, mais déjà secs. Nathalie arrive derrière, le visage fermé. Elle s'assoit. Nathalie dit quelque chose à Chloé. Je n'entends pas. Mais Chloé secoue la tête en disant non. Nathalie insiste. Chloé refuse encore. Nathalie dévisage la petite fermement, puis regarde autour d'elle. Ses yeux passent par ma table, mais encore une fois, elle ne me voit pas. Elle ne voit qu'un vieux. C'est tout. Je reste tranquille, immobile. Le journal devant moi, le café froid. Gérard passe. « Vous avez besoin d'autre chose, monsieur Marcel ?» Il parle tout bas, presque sans voix. Je refuse. « C'est non, Gérard, merci. » Il s'en va. Je regarde à nouveau la table de ma famille. Je vois Grégoire faire un autre toast. Aux familles qui savent bien choisir. Je vois Nathalie forcer un autre sourire. Je vois Chloé la tête basse, sans toucher à son repas. Je vois Philippe parler fort de réussite et de mérite. Je vois tout le monde faire la fête. Fêter le fait de m'avoir laissé de côté. Fêter le fait d'être meilleur que moi. Et je souris, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent rien. Je me lève, laisse de l'argent sur la table plus qu'il n'en fallait. Gérard mérite un bon pourboire. Je marche vers la sortie du restaurant. Cette fois, je ne passe pas près de leur table. Je prends l'autre côté, le chemin opposé. Personne ne me voit sortir. J'arrive dans le couloir, je respire. Je vais vers les ascenseurs, je monte dans ma suite. La suite présidentielle. Celle que Grégoire veut tant. Celle que Grégoire n'aura jamais. J'entre, je ferme la porte et je vais sur le balcon. Je m'assois là, je regarde la mer, le balancement des vagues, la lune. Et je pense à Colette. Demain, mon amour, je dis au vent. Demain, ils sauront qui j'étais, qui nous étions, et pourquoi on a choisi d'être invisible. Si tu écoutes mon histoire,
Dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes. Parfois, savoir qu'il existe des gens dans le monde qui comprennent ce que j'ai vécu me donne la force de raconter ce qui reste encore. Parce que ce qui reste, c'est la partie la plus dure, mais aussi la plus nécessaire. Je reste sur le balcon jusqu'à tard. Je vois les lumières du restaurant s'éteindre. Je vois ma famille sortir. Je vois Grégoire marcher avec Nathalie. Je vois Chloé venir seule derrière tout le monde. Et je ressens quelque chose dans la poitrine. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la tristesse. C'est autre chose. C'est de la clarté. La clarté de savoir que j'ai bien fait de venir. Que Colette avait raison. Que parfois la vérité doit faire mal sur le moment pour faire moins mal après. Le lendemain matin, à 9 heures, Grégoire descend dans le hall. Et il n'est pas seul. Il est avec un homme que je n'ai jamais vu. La cinquantaine peut-être. Costume gris cher, trop cher pour quelqu'un qui arrive ici avec cette allure. Chaussures italiennes, montre qui brille de loin, et un grand sourire, trop grand. Un sourire de commercial, de ceux qui promettent le monde et ne livrent rien. Grégoire guide le type jusqu'à une table dans l'espace extérieur du hall, là sur la terrasse. Une table plus isolée, réservée, privée. Philippe apparaît quelques minutes plus tard et s'assoit avec eux. Les trois parlent à voix basse, rient. Grégoire sort des papiers d'une pochette. L'homme au costume gris vérifie. Et moi, je suis assis de l'autre côté de la terrasse, tout au bout, derrière un journal. Encore une fois invisible. Encore une fois, je n'entends pas ce qu'ils disent, mais je vois les gestes. Je vois Grégoire pointer les papiers avec assurance. Je vois l'homme confirmer de la tête. Je vois Philippe sourire, approuver. Quoi qu'il soit en train de manigancer, ce n'est pas quelque chose de bien. Je le sais, je le sens. Une serveuse leur apporte du café. Grégoire ne la regarde même pas quand il dit merci. L'homme au costume gris non plus. Seul Philippe fait un signe de tête, poli. Toujours poli en public et dur en privé, comme son fils. Soudain, une main se pose sur mon épaule. Je sursaute. C'est Mauro Beltrán, mon comptable, mon partenaire de confiance depuis 30 ans. Il s'assoit en face de moi sans rien dire, il pointe juste du menton la table de Grégoire. « Vous voyez ?» Mauro parle bas, presque dans un murmure. Je confirme. « Je vois. Qui c'est celui-là » Mauro prend son téléphone et me montre une photo. C'est le même homme, mais sur une autre image, dans un article de journal. Le titre dit « Marco Ferretti, accusé de fraude immobilière à Milan ». Je lis vite. Arnaque. Investissement fictif. Propriété fantôme. 3 ans de prison. Liberté conditionnelle depuis 6 mois. Je lève les yeux et dévisage le type là-bas à la table, Marco Ferretti, escroc. Et il est assis avec mon gendre, en train de planifier quelque chose avec des papiers que je reconnais. Parce que ces papiers sont à moi. Des propriétés que j'ai laissées à Nathalie il y a des années, quand Colette est partie. Grégoire est au courant. Ma voix tremble, pas de peur, de colère. Mauro secoue la tête. J'en doute, ou alors il s'en fiche. Mais monsieur Marcel, il y a pire. Il me montre un autre document sur son téléphone. Des procurations signées par Nathalie il y a 3 mois, donnant à Grégoire le contrôle total des propriétés, des comptes, de tout. Elle savait ce qu'elle signait? Mauro secoue encore la tête. Probablement qu'il lui a dit que c'était de la routine, des impôts, de la paperasse. Vous savez comment est-ce Grégoire? Je sais. Manipulateur. Menteur. Et maintenant, il est sur le point de transférer les propriétés de ma fille à un escroc. Je ferme les yeux et respire profondément. Quand est-ce qu'il signe? Mauro vérifie sur son téléphone. Demain, 10 heures, ici même, dans la salle de réception de l'hôtel. J'ouvre les yeux et regarde Mauro. Ils ne signeront pas. Il me dévisage. Vous êtes sûr? Je confirme. Absolument. Mais j'ai besoin que tu me trouves quelque chose. Mauro sort un petit carnet. Dites-moi. Je parle lentement. Calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, je brûle. Je veux que tu contactes les autorités. Dis-leur que Marco Ferretti est ici, qu'il s'apprête à monter une autre arnaque, qu'ils enquêtent, qu'ils l'arrêtent s'il le faut. Mais pas avant demain. Pas avant que je fasse ce que j'ai à faire. Mauro confirme de la tête. Compris.
Il se lève, mais avant de partir, il me serre l'épaule. « Monsieur Marcel, ce que vous allez faire, vous êtes certain ?» Je le regarde. Je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit de toute ma vie. Moreau s'en va. Et moi, je continue d'observer. Grégoire montre maintenant quelque chose sur son téléphone à Marco. Marco confirme, sourit. Philippe dit quelque chose, et les trois rient comme s'ils venaient de conclure l'affaire du siècle, comme s'ils étaient malins. Mais ils ne le sont pas, ils sont cupides. Et demain, ils vont payer pour ça. Je me lève et rentre, mais avant d'entrer complètement, je me retourne une dernière fois. Je vois Grégoire serrer la main de Marco. Je vois Philippe donner une tape dans le dos de son fils. Et je vois les papiers sur la table, avec le nom de ma fille, avec mon héritage, avec tout ce que Colette et moi avons construit. Et je ressens cette chose dans la poitrine à nouveau. Ce n'est pas de la douleur. C'est de la détermination. Je monte dans ma suite. Sylvie m'attend dans le couloir. « Vous avez vu ?» Je confirme. « J'ai tout vu. Elle entre avec moi, ferme la porte. Moreau m'a déjà mis au courant. Marco Ferretti, escroc, et Grégoire fait des affaires avec lui. Je m'assois sur le canapé, j'enlève mes lunettes, je me frotte les yeux. Nathalie sait quelque chose. Sylvie fait non. Je ne crois pas. Ce matin, je l'ai vue au petit déjeuner. Elle était tranquille, heureuse même, comme si rien ne se passait. Bien sûr, parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait jamais. Parce que Grégoire n'explique jamais. Il demande juste qu'elle signe. Et elle signe parce qu'elle lui fait confiance, parce qu'elle croit qu'il l'aime. Mais non, Grégoire ne s'aime que lui-même. Sylvie s'assoit en face de moi. « Monsieur Marcel, il y a autre chose que vous devez savoir. » Elle sort son téléphone et me le tend. C'est un message d'un numéro que je ne connais pas. Il dit « Grégoire Beaumont a demandé un prêt de 2 millions d'euros en utilisant comme garantie les propriétés de Nathalie Thierry-Beaumont. S'il ne rembourse pas dans 6 mois, les propriétés passent à la banque. » Je lis ça 2 fois, 3 fois. Quand est-ce qu'il a demandé ce prêt? Sylvie vérifie. Il y a 1 mois. Nathalie a signé les papiers, mais je ne crois pas qu'elle savait pourquoi faire. Bien sûr que non. Grégoire a dit que c'était autre chose, quelque chose d'anodin, et elle a signé, comme toujours. Et l'argent, il est tout. Sylvie me montre un autre écran. Des transferts, des comptes, des placements. Tout au nom de Grégoire, rien au nom de Nathalie. Je me lève et vais jusqu'à la fenêtre. Je regarde la mer, les vagues, le ciel. Je pense à Colette et à la façon dont elle m'avait prévenu de tout ça. Nathalie va souffrir, Marcel. Elle va épouser quelqu'un qui lui ressemble, ou pire. Et elle va souffrir. J'avais dit que non. J'avais dit qu'elle allait mûrir, qu'elle allait bien choisir, mais non. Colette avait raison, comme toujours. Nathalie a choisi Grégoire, et Grégoire est en train de la détruire. Et elle ne s'en rend même pas compte. Je me tourne vers Sylvie. « Tu peux me trouver tout? Tout ce que Grégoire a fait avec l'argent de ma fille, chaque transfert, chaque placement, chaque mensonge. » Sylvie confirme. C'est déjà fait. Moreau et moi, on enquête là-dessus depuis des semaines. Elle me tend une pochette épaisse bourrée de documents. Tout est là. J'ouvre la pochette, je lis page après page. Chaque papier est une arnaque, chaque chiffre est une trahison. Grégoire n'a pas demandé qu'un seul prêt. Il en a demandé 3 en utilisant des propriétés différentes, des garanties différentes. Et l'argent est parti dans des investissements bidons, dans des affaires qui n'existent même pas, dans des comptes auxquels lui seul a accès. Nathalie n'a accès à rien. Et si ça tourne mal, elle perd tout. Tout ce que j'ai laissé, tout ce que Colette voulait qu'elle ait. Je ferme la pochette et la pose sur la table. Je regarde Sylvie. Demain, au petit déjeuner, je veux que tout le monde soit là. Grégoire, Nathalie, Philippe, tout le monde. Et je veux que Marco soit là aussi. Appelle-le, dis-lui que c'est une réunion de bienvenue, que l'hôtel veut le remercier pour sa présence. Sylvie sourit, un sourire qui n'atteint pas les yeux. Compris. Elle se lève, marche jusqu'à la porte, mais avant de sortir, elle s'arrête. « Monsieur Marcel, vous êtes prêt pour ça? Pour que Nathalie sache tout? Pour qu'elle voie qui est vraiment Grégoire? Pour qu'elle sache qui vous êtes ?» Je prends une grande inspiration. Je pense à ma fille. À la petite fille qu'elle était, à la femme qu'elle est devenue, et à la femme qu'elle peut encore être si elle ouvre enfin les yeux. Je suis prêt, Sylvie. Plus que prêt.
Ça aurait dû arriver il y a longtemps. Elle confirme de la tête. Alors, à demain. Elle sort et ferme la porte. Je reste seul, regardant la pochette, pensant à tout ce qui va se passer demain, et à comment rien ne sera plus jamais pareil après ça. Je reste assis sur le canapé de ma suite, la pochette sur la table, les documents éparpillés, les preuves de tout ce que Grégoire a fait. Je regarde l'heure. 18 heures. J'ai passé la journée entière enfermé ici, entre réunions, papiers, plans, conversations. Et soudain je sens le corps peser, la tension accumulée dans les épaules, le cou, la nuque. J'ai besoin d'air. J'ai besoin de bouger. Je sors de la suite et marche dans le couloir, sans destination, juste en marchant. Je passe devant la salle de sport. Elle est fermée. Je passe devant la piscine, vide, et là je vois le panneau. Spa et massage, ouvert jusqu'à 21 heures. J'hésite, mais mon dos me fait mal, ma tête me fait mal. Et demain j'ai besoin d'être entier, solide. J'entre. La réceptionniste du spa, une jeune femme appelée Marina, m'accueille avec un sourire. « Bonsoir, monsieur. Vous désirez un massage ?» Je confirme. « Oui, s'il vous plaît. » Elle regarde l'ordinateur. « Il y a un créneau maintenant. Cabine 3, suivez-moi. » Elle me guide dans un couloir à lumière tamisée, musique douce, odeur de lavande. Tout est fait pour détendre. Mais je n'arrive pas à me détendre. Pas encore. Marina ouvre la porte de la cabine 3. « Installez-vous sur le ventre. La masseuse arrive tout de suite. » Elle sort. Je ferme la porte. J'enlève ma chemise et je m'allonge sur la table de massage, le visage dans ce trou prévu à cet effet, regardant le sol. Je ferme les yeux, je respire, j'essaye de vider ma tête, mais je n'y arrive pas. Je ne pense qu'à demain, à Nathalie, à Grégoire, à tout. J'entends la porte s'ouvrir, des pas légers. « Bonjour, monsieur. » C'est une voix féminine, jeune. Je vais commencer par les épaules. Si c'est trop fort, vous me dites. Elle commence à travailler, fort, professionnel, et ça fait mal. Mais c'est une douleur qui aide, qui libère. 5 minutes passent, 10, et là, j'entends des voix de l'autre côté du mur. La cabine d'à côté, la cabine 2, une voix d'homme qui parle fort, qui rit, et je reconnais ce rire immédiatement. Grégoire. Mon corps se fige aussitôt. La masseuse le remarque. « Monsieur, détendez-vous, vous êtes très tendu. » Mais comment je pourrais me détendre? Grégoire est à 3 mètres de moi. Seul un mur nous sépare. La voix de Philippe arrive clairement. Ce massage, j'en avais vraiment besoin après avoir supporté toute cette journée. Grégoire rit. « Supporter quoi, papa? On est en vacances. » Philippe répond. « Supporter ton beau-père? Ce vieux nous suit, j'en suis sûr. Je l'ai vu dans le hall, je l'ai vu au restaurant, toujours là à observer. » Mon cœur s'emballe. La masseuse continue sur mon dos. Mais je ne sens plus rien, j'écoute. Grégoire parle. « Arrête ta paranoïa, papa. C'est juste un vieux paumé. Il doit être ici parce qu'il n'a rien de mieux à faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous espionner ?» Ils rient, tous les deux. Et moi, je serre les poings sous la table. Philippe parle. « Quand même, ça me donne un mauvais pressentiment. Et s'il dit quelque chose à Nathalie? Et s'il essaie de gâcher demain ?» Grégoire répond tranquillement, comme s'il parlait de changer un pneu. « Il ne gâchera rien du tout. Demain, je signe avec Marco. On transfère les propriétés, on fait le paiement, et c'est fini. Nathalie ne saura jamais rien. Quand elle s'en rendra compte, il sera déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. » Silence. Puis Grégoire continue avec du venin dans la voix. Et puis qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'elle a signé des papiers sans les lire. Et ça la fait passer pour une idiote. Non, elle va rester tranquille, comme toujours. Je sens la rage bouillonner à l'intérieur, comme si le sang chauffait degré par degré. La masseuse remarque mon corps dur. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin que vous vous détendiez. Vous êtes très crispé. » Mais je n'y arrive pas. Parce que je continue d'écouter. Maintenant, Philippe demande « Et le vieux Marcel, qu'est-ce que tu vas faire de lui ?» Grégoire répond « Faire quoi? Rien. Le laisser continuer à exister dans sa petite maison misérable, à croire qu'il fait encore partie de la famille. Dans quelques années, il mourra, et quand ça arrivera, Nathalie héritera du peu qu'il a, et on s'arrangera avec ça aussi. » Il rit. « Mais pour être honnête,
Je ne crois même pas qu'il ait quoi que ce soit. Le vieux a vécu toute sa vie comme un raté, sans ambition, sans vision, sans rien. Philippe parle. Et les propriétés qu'il a laissées à Nathalie? Grégoire répond. Ça, il les a eues par chance, ou je ne sais pas. Peut-être que Colette avait de l'argent de côté. Mais Marcel, non. Marcel, c'est un zéro, ça a toujours été le cas. Chaque mot entre comme une lame, chaque rire frappe comme un coup. Et je me mords l'intérieur de la lèvre pour ne pas me lever de là, pour ne pas traverser ce mur et affronter les deux à cet instant. Mais je ne fais pas ça, parce que c'est demain. Demain, c'est là que tout éclate au grand jour, et ça doit être parfait. Ça doit être impossible à nier. La masseuse termine. « Voilà, monsieur, vous pouvez vous rhabiller. » Elle sort. Je reste allongé, respirant, digérant. J'entends Grégoire et Philippe terminer aussi. J'entends leur voix s'éloigner dans le couloir. Demain à 10 heures avec Marco. Tout est réglé. Tout est réglé. Et ils s'en vont. Le silence revient. Je me lève lentement, j'enfile ma chemise, mes mains tremblent. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'indignation. Je sors de la cabine. Marina me voit. « Tout s'est bien passé, monsieur? Vous êtes un peu pâle. » Je confirme. « Ça va. C'était combien ?» Elle vérifie. « Le massage est offert, monsieur. Courtoisie de l'hôtel. » Bien sûr, parce que cet hôtel est à moi. Je sors du spa et marche dans le couloir. Mais je ne retourne pas dans ma suite. Non, je n'y arrive pas. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de réfléchir. Je descends par l'escalier, je sors dans le jardin et je marche jusqu'à la plage. Le sable est froid sous mes pieds. La lune est pleine. La mer fait un bruit fort, constant, comme un cœur qui bat. Je m'assois, je regarde l'horizon. Et je digère tout ce que j'ai entendu. Chaque mot, chaque rire, chaque plan. Un zéro. C'est ce que Grégoire a dit. Raté. Un vieux paumé. Et Philippe qui approuvait, qui alimentait. Je sens l'envie de pleurer arriver. Mais je ne me laisse pas faire. Je ne vais pas pleurer pour eux. Je ne vais pas leur donner ce plaisir, ce pouvoir. Au lieu de ça, je pense à demain. Je pense à comment je vais entrer dans cette salle, à comment je vais tout montrer, à comment leur visage va changer quand ils sauront, quand ils verront. Quand ils comprendront que le vieux paumé qu'ils méprisent est le propriétaire de l'endroit où ils se tiennent debout. C'est l'homme qui a bâti un empire pendant qu'eux ne faisaient que prendre la pause. Et je souris. Un sourire froid, dur. Parce que demain, Grégoire et Philippe vont découvrir quelque chose. Ils vont découvrir qu'ils ont sous-estimé la mauvaise personne. Je reste sur la plage pendant un temps que je n'arrive même pas à mesurer. 1 heure, 2, peut-être. Je vois les lumières de l'hôtel s'éteindre peu à peu. Je vois le ciel changer, les étoiles apparaître plus nombreuses. Et je pense à Colette, à combien elle a toujours su, à combien elle a toujours vu ce que je refusais de voir, que Nathalie était ambitieuse, qu'elle pouvait épouser quelqu'un de pire qu'elle pouvait se perdre. Et c'est arrivé. Tout est arrivé exactement comme elle le craignait. Mais Colette m'a aussi dit autre chose, quelque chose que je n'ai compris que maintenant. Prends soin d'elle, Marcel. Même si elle ne le mérite pas, prends soin d'elle. Et c'est ce que je vais faire demain. Je ne vais pas me venger. Je vais protéger ma fille. Je vais lui montrer qui est vraiment Grégoire. Je vais la sortir de ses griffes. Même si ça fait mal, même si elle me déteste, même si ça me coûte tout. Je me lève et retourne à l'hôtel. Je monte dans ma suite. Et cette fois, je sais exactement ce que je dois faire. Demain à 10 heures, salle de réception. Toute la vérité. Sans fioriture, sans doute, sans retour. Je n'arrive pas à dormir. 2 heures du matin et je suis sur le balcon de ma suite, regardant la mer. La lune est pleine. Le bruit des vagues devrait me calmer, mais ça ne calme pas. Parce que demain change tout. Et je ne sais pas si je fais ce qu'il faut. Je me lève, je descends par l'escalier et je retourne sur la plage. Le sable froid sous mes pieds. Je marche sans but, juste en marchant. Et je pense à Colette. À notre dernière vraie conversation, 2 jours avant l'opération, on était à l'hôpital, elle dans le lit, moi assis à côté, tenant sa main. Elle avait peur, moi aussi. Mais aucun de nous deux n'a dit ça.
On se regardait, c'est tout. Et puis elle a parlé. « Marcel, s'il m'arrive quelque chose… » J'ai coupé aussitôt. « Il ne va rien t'arriver, mon amour. C'est une opération simple. » Elle a souri. Ce sourire triste de quelqu'un qui sait qu'on ment pour essayer d'être fort. « S'il m'arrive quelque chose, elle a répété, promets-moi que tu prendras soin des enfants. D'Antoine, de Nathalie, mais surtout de Nathalie. » J'ai froncé les sourcils. Pourquoi surtout elle? Colette m'a serré la main. Parce que c'est elle qui en a le plus besoin. Même sans le savoir, même sans le vouloir, c'est elle qui va le plus souffrir. J'ai secoué la tête. Nathalie va bien. Elle a Grégoire, elle a Chloé. Tout va bien. Colette m'a regardé fixement. Avec ses yeux qui voyaient toujours au-delà de ce qui était devant eux. Non, Marcel, ça ne va pas. Et Grégoire? Grégoire n'est pas bon pour elle. J'ai voulu discuter. J'ai voulu le défendre. Mais je n'ai pas réussi. Parce qu'au fond, je savais aussi. Colette a continué. Marcel, les enfants ne peuvent pas encore savoir. Pour l'argent, les hôtels, tout ce qu'on a construit. J'ai confirmé. Je sais, ça a toujours été le plan. Elle a confirmé aussi. Mais Nathalie c'est différent, elle est encore trop jeune, trop ambitieuse. Elle doit d'abord apprendre ce qui vaut vraiment, ce qui compte vraiment. Si tu lui dis maintenant, si tu lui dis qu'on est riche, ce sera pire. Elle va croire qu'on peut tout acheter, qu'on peut marcher sur n'importe qui. Comme mon père. Et là, c'était la comparaison que Colette évitait, mais qui rôdait toujours comme une ombre. Nathalie était comme son grand-père, ambitieuse, froide, sans limite, mais qui rôdait toujours comme une ombre. Nathalie était comme son grand-père, ambitieuse, froide, sans limite. Un jour ils comprendront, j'ai dit. Un jour on raconte tout, et ils comprendront pourquoi on a vécu comme ça, pourquoi on a choisi d'être simple. Colette a secoué la tête, ses yeux se sont remplis d'eau. Nathalie, non, mon amour, elle ne comprendra jamais. Elle est comme mon père. Elle marchera sur n'importe qui pour monter. C'est pour ça qu'il faut attendre. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire. Pas tant qu'elle n'aura pas changé. Si jamais elle change. J'ai confirmé. Parce que je ne savais pas quoi répondre. Parce que Colette avait raison. 2 jours plus tard, elle est entrée en chirurgie et elle n'est jamais revenue. Il y a eu une complication, une infection, quelque chose que les médecins n'ont pas vu. Et en 3 jours, ma femme était partie. Et je suis resté seul avec un secret que je ne savais plus si je devais garder. Je reviens au présent. Je suis assis sur le sable maintenant, genoux pliés, regardant l'horizon. Et je me souviens de quand Nathalie avait 20 ans. Elle était à la fac, en gestion. Sa cousine, Nadège, étudiait là aussi. Elles étaient amies, de vraies amies. Jusqu'au jour où, un jour, Nathalie est rentrée à la maison et a dit « Je ne vais plus parler à Nadège ». Colette a demandé pourquoi. Nathalie a haussé les épaules. « Parce qu'elle n'est pas de mon niveau. Elle s'habille mal, elle parle mal. Ses amis sont, enfin, tu vois, je ne veux pas qu'on associe mon nom au sien. » Colette a essayé de discuter, a essayé d'expliquer que la famille vaut plus que les apparences, mais Nathalie n'a pas écouté. Elle n'écoute jamais. Et ensuite, il y a eu Antoine, mon fils cadet, intelligent, travailleur, humble. Il voulait faire ingénieur, mais dans une université publique, parce que c'était bien, parce que c'était gratuit, parce qu'il voulait prouver qu'il pouvait y arriver par lui-même. Nathalie s'est moquée de lui. « L'université publique? Tu es fou? Qu'est-ce que les gens vont dire ?» Antoine a dit qu'il se fichait de ce que les gens disaient. Mais Nathalie a insisté. Elle lui a mis dans la tête que c'était une honte, que la famille allait avoir mauvaise image. Et Antoine a cédé. Il est allé dans le privé. Il s'est endetté. Il a travaillé double. Il a souffert triple. Et Nathalie? Nathalie ne s'est jamais excusée. Elle n'a jamais vu les dégâts qu'elle avait causés. Parce que pour elle, dans son monde, Antoine valait moins. Et ceux qui valent moins n'ont pas d'importance. Et quand Colette a essayé de faire travailler Nathalie, quand ma femme a trouvé une opportunité pour elle dans l'entreprise d'un ami proche, un travail honnête, digne, Nathalie a ri. Travailler dans un bureau normal, avec des gens ordinaires? Non, maman, je ne suis pas né pour ça. Je suis né pour quelque chose de plus grand, de plus important. Colette a pleuré cette nuit-là. Elle a pleuré parce qu'elle voyait ce que je ne voulais pas voir,
que Nathalie était perdue, que peu importe combien on l'aimait, elle avait choisi un autre chemin. Un chemin où les gens n'ont pas de valeur, seulement l'argent, seulement le pouvoir, seulement les apparences. Et maintenant elle est mariée à un homme qui pense pareil, ou pire, un homme qui l'utilise, qui la détruit, et elle ne s'en rend même pas compte. J'entends des pas sur le sable, je tourne la tête. C'est Sylvie. Elle arrive avec une tablette à la main. Je savais que vous seriez là. Elle s'assoit à côté de moi. Pendant un moment, elle ne dit rien. Elle regarde juste la mer avec moi. Puis elle parle. « Monsieur Marcel, on a trouvé autre chose, quelque chose que vous devez voir. » Elle me tend la tablette. C'est une vidéo privée d'une caméra de surveillance, de ma propre maison, de mon salon. D'il y a 3 mois, je vois Nathalie et Grégoire. Ils sont seuls, ils discutent. Mais ce n'est pas une dispute. C'est de la planification. J'appuie sur play. Le volume est bas, mais on entend clairement. La voix de Nathalie. « Mon père n'a rien, Grégoire. Il a vécu toute sa vie comme un raté. » Ma poitrine se serre comme si quelqu'un me tordait le cœur avec la main. Grégoire répond. « Mais il a ses propriétés, celles qu'il t'a laissées. Ça doit valoir quelque chose. » Nathalie hausse les épaules. « Peut-être, mais pas grand-chose. » Mon père n'a jamais eu de vision, n'a jamais su gagner de l'argent pour de vrai. Grégoire s'approche, la prend dans ses bras. « T'inquiète pas, mon amour. Je sais comment gérer ça. Je vais faire fructifier ses propriétés. Je vais multiplier cet argent. Et quand ton père, eh bien, quand il ne sera plus là, tout sera à nous. Là, on vivra comme on le mérite. » Il rit. Mais pour être honnête, je ne crois même pas qu'il ait quoi que ce soit. Le vieux a vécu toute sa vie comme un raté. Sans ambition, sans vision, sans rien. Nathalie rit. Et ce n'est pas un rire nerveux, ce n'est pas un rire sincère. En attendant, laisse-le croire qu'on est une famille heureuse. Laisse-le croire qu'on l'aime. C'est plus facile comme ça. Grégoire rit aussi. Exactement. C'est plus facile comme ça. La vidéo se termine. Je reste à regarder l'écran noir, sans son. Sylvie pose sa main sur mon bras. « Monsieur Marcel, excusez-moi. Je ne savais pas si je devais vous montrer ou pas, mais Moreau a dit que vous deviez tout voir avant demain, pour être sûr. » Je confirme lentement et rends la tablette. Je regarde la mer à nouveau, et je ne ressens pas de douleur, pas de tristesse. Je ne ressens rien, comme si quelque chose en moi s'était éteint, comme si le dernier espoir que Nathalie puisse changer était mort avec cette vidéo. Sylvie parle doucement. « Vous voulez toujours faire ça demain ?» Je la regarde. Et ma voix sort froide, ferme, sans tremblement. « Oui, demain au petit déjeuner. Je veux que tout le monde soit là. » Sylvie confirme de la tête. Elle se lève et me tend la main pour que je me lève aussi. On retourne à l'hôtel en silence. Quand on arrive dans le hall, elle s'arrête. « Monsieur Marcel, encore une chose. Qu'est-ce qui va se passer après? Après que tout le monde saura? Après que Nathalie aura vu la vidéo? Après que Grégoire aura tout perdu? Qu'est-ce qui va arriver à votre fille ?» Je respire profondément. Je pense à Colette, à ce qu'elle m'a demandé. « Prends soin d'elle, Marcel. Même si elle ne le mérite pas, prends soin d'elle. » Et je réponds. Ça va faire mal, ça va faire très mal. Mais elle sera libre. Pour la première fois de sa vie, elle sera libre de Grégoire. Et après? Après, peut-être, juste peut-être, elle pourra recommencer. Sylvie sourit tristement. « J'espère que vous avez raison. » Je confirme. « Moi aussi, j'espère. » Je retourne dans ma suite. 3 heures du matin. Je ne dors pas. Je m'assois sur le balcon. Je regarde la mer, les étoiles, la lune, et je pense à Antoine, mon fils cadet, le seul qui ne m'a jamais tourné le dos, le seul qui me défendait quand Nathalie m'attaquait, le seul qui a pleuré quand ils m'ont exclu du voyage. Antoine non plus n'a pas été invité. Ça ne rentre pas dans le budget, avait dit Grégoire. Mensonge. Antoine ne rentre pas dans ses plans, parce qu'Antoine me défend, parce qu'Antoine sait que je ne suis pas médiocre. Et là, il y a un déclic dans ma tête. Antoine mérite de savoir. Il mérite de savoir avant Nathalie, avant tout le monde, parce qu'il a valorisé les gens, parce qu'il a compris ce que Colette voulait enseigner. Je prends mon téléphone et j'écris un message. « Fiston, j'ai besoin que tu viennes à Biarritz. C'est urgent. Hôtel Le Rocher Blanc. N'en parle à personne. » J'attends 5 minutes.
10. Le téléphone vibre. C'est Antoine. « Papa, qu'est-ce que vous faites là-bas? Tout va bien ?» Je souris. Toujours inquiet pour moi. Toujours à prendre soin de moi. J'écris « Je vais bien, mais j'ai besoin que tu viennes. Fais-moi confiance. » Antoine répond aussitôt. « Je pars dans 2 heures, j'arrive vers midi. » Il ne pose pas plus de questions. Il fait juste confiance, comme toujours. Je range le téléphone et je prends une grande inspiration. Demain va être une longue journée, mais avant je dois faire ça. J'ai besoin que mon fils sache la vérité que sa mère et moi avons gardée pendant tant d'années. La vérité que Nathalie n'a jamais mérité de connaître. Mais Antoine, lui, l'a méritée. Antoine l'a toujours méritée. Je me lève, j'entre dans la suite et je me couche. Et cette fois, j'arrive à dormir. Parce que je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Il est midi, je suis sur le balcon de ma suite, nerveux, excité, effrayé, tout en même temps. Le téléphone vibre, c'est Antoine. Je viens d'arriver à l'hôtel. Vous êtes où? Je tape. Reste dans le hall, quelqu'un va venir te chercher. J'envoie un message à Sylvie. Antoine est en bas, amène-le à la suite présidentielle. Elle répond. Compris. J'attends. Je fais les 100 pas. Je me regarde dans le miroir. J'ajuste ma chemise. Je respire. J'entends des pas dans le couloir. Des voix. C'est Sylvie et Antoine. Ils s'arrêtent devant ma porte. J'entends sa voix étonnée. La suite présidentielle? Mon père? Sylvie répond quelque chose que je n'entends pas. Puis elle frappe à la porte. 2 fois. Doucement. J'ouvre. Et il est là, mon fils, mon Antoine. Les yeux confus, valise à la main, avec cette tête qu'il fait quand le monde n'a pas de sens. Papa? Je le serre dans mes bras, fort. Plus fort que je ne l'ai serré depuis des années. Il me serre en retour. Papa, qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Je ne réponds pas tout de suite. Je le serre juste. Parce qu'à cet instant, j'ai besoin de sentir que je ne suis pas seul, que j'ai quelqu'un à mes côtés. Je m'écarte et je dis « Entre, fiston, s'il te plaît ». Antoine entre, pose sa valise par terre et regarde tout autour. La suite immense, les meubles chics, le balcon avec vue sur mer, le salon, la baignoire balnéo, tout. Ses yeux s'ouvrent de plus en plus à chaque détail. « Papa, c'est quoi tout ça? Comment ?» Il se tourne vers moi. Je ferme la porte et je le guide jusqu'au canapé. « Assieds-toi, Antoine. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que ta mère et moi avons décidé de garder il y a de nombreuses années. » Il s'assoit lentement, sans arrêter de me regarder. Je m'assois en face de lui et je commence. « Antoine, tu te souviens quand ta mère disait que l'argent n'était pas le plus important? » Il confirme. « Je me souviens. Elle disait ça tout le temps. » Je continue. « Ta mère et moi, on n'était pas pauvres, fiston. On ne l'a jamais été. » Antoine fronce les sourcils. « Comment ça ?» Je respire profondément. « Il y a 35 ans, ta mère et moi avons fondé une chaîne d'hôtels. 12 hôtels boutiques répartis sur le littoral. Cet hôtel, le Rocher Blanc, est l'un d'entre eux. Je suis le copropriétaire, Antoine. Je l'ai toujours été. » Silence. Antoine me dévisage sans ciller, sans bouger. Comme si sa tête essayait d'accepter, mais que son cœur ne le laissait pas. « Quoi ?» Sa voix sort presque inaudible. Je confirme. C'est vrai. Tout. Les hôtels, l'argent, le groupe, tout est réel. Et ta mère savait. Elle a toujours su. Antoine se lève et va jusqu'à la fenêtre. Il passe la main dans ses cheveux, prend une grande inspiration, ne dit rien. Il regarde juste la mer. J'attends. Puis il parle. Et sa voix sort différente maintenant, tendue, nouée. « Pourquoi vous ne m'avez jamais rien dit ?» Il se retourne, et je vois quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu comme ça, de la douleur, de la confusion et un début de révolte. « Je me suis endetté pour faire mes études, papa. J'ai travaillé en double journée pendant mes études. J'ai souffert, j'ai veillé des nuits, j'ai pleuré parce que je croyais que je devais me débrouiller seul, parce que je croyais qu'on n'avait rien. » Sa voix se brise. « Et vous aviez tout ça depuis le début? Depuis tout ce temps ?» Il ne crie pas, mais il tremble, et chaque mot me coupe.
Parce qu'il a raison. Tellement raison. Je me lève et vais vers lui. Antoine, laisse-moi t'expliquer. Ma voix aussi défaille. Ta mère avait peur. Peur que vous grandissiez en croyant que l'argent était tout, que les gens n'avaient pas d'importance, qu'on pouvait acheter ce qu'on voulait, marcher sur n'importe qui, comme son père à elle. Il était comme ça, riche, puissant et cruel. Ta mère ne voulait pas ça pour vous. Antoine me regarde les yeux pleins de larmes. Mais je ne suis pas comme ça, papa. Je ne l'ai jamais été. Je confirme. Je sais, fiston, je sais. C'est pour ça que ta mère te faisait confiance. C'est pour ça qu'elle disait toujours que tu comprendrais. On avait un plan. Tout dire quand vous seriez mûrs, quand vous comprendriez la valeur des choses et des gens. Je m'arrête une seconde parce que la gorge se serre. Mais ta mère est partie avant que ce jour arrive. Et moi, je n'ai pas su quand c'était le bon moment. Antoine s'approche et me prend dans ses bras. Et il pleure. Il pleure comme je ne l'avais pas vu pleurer depuis l'enterrement de Colette. Et moi aussi je le serre. Parce qu'à cet instant, on est juste père et fils. Deux hommes qui ont perdu la femme qu'ils aimaient et qui essaient de comprendre comment on continue. On reste comme ça un moment, sans parler, juste en se serrant l'un l'autre. Puis il s'écarte, s'essuie les yeux. D'accord, mais pourquoi me dire ça maintenant? Pourquoi ici? Je m'assois et je lui fais signe de s'asseoir aussi. Parce qu'il y a autre chose que tu dois savoir. Sur ta sœur, sur Grégoire. Et là, je raconte tout. Je raconte le voyage, comment ils m'ont laissé de côté. Grégoire qui m'a traité de médiocre. Nathalie qui a dit qu'elle avait besoin d'espace loin de moi. Je lui montre la vidéo. La vidéo de Nathalie et Grégoire parlant mal de moi, planifiant d'utiliser les propriétés, attendant que je disparaisse pour que tout leur revienne. Antoine regarde en silence. Son visage se durcit à chaque seconde. Quand la vidéo se termine, il ferme les yeux. « Je n'arrive pas à y croire », dit-il. Je continue. Je parle de Marco Ferretti, des prêts au nom de Nathalie, des procurations, du plan pour tout signer demain à 10 heures dans la salle de réception de l'hôtel. Je parle aussi de la façon dont ils traitent le personnel, de l'humiliation de Léa, de ce qu'ils ont fait subir à Gérard, tout, absolument tout. Antoine ne m'interrompt pas. Quand j'ai fini, il prend une inspiration et demande directement « Et vous allez faire quoi ?» Demain, 10 heures, il y aura un petit déjeuner spécial dans la salle de réception. Toute la famille sera là, y compris Grégoire, y compris Marco, et je vais tout révéler. Qui je suis, ce que j'ai, ce que Grégoire a fait, ce que Nathalie a dit. Tout. Antoine me regarde. Et Nathalie, elle va savoir? Je confirme. Elle va tout savoir. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Mais c'est le seul moyen pour qu'elle soit libre, pour qu'elle voie qui est vraiment Grégoire, et qui j'ai été toute ma vie. Antoine reste silencieux, digérant. Puis il parle. « Vous avez besoin que je sois là, n'est-ce pas ?» Je confirme, et ma voix sort plus douce. « J'en ai besoin, j'ai besoin que tu sois avec moi quand je montrerai tout. Parce que toi, tu es la preuve que ta mère et moi ne nous sommes pas trompés, que notre plan pouvait marcher. Qu'on peut élever un enfant avec des valeurs, même si l'un se perd, si l'autre y arrive. » Antoine se lève, vient vers moi et me tend la main. Je vais la prendre, mais il tire et me serre encore dans ses bras. « J'ai toujours été avec vous, papa, quand Nathalie vous attaquait, quand Grégoire vous rabaissait, quand personne ne vous défendait. J'étais là, et demain je serai là aussi, au premier rang. » Je sens les larmes s'échapper. Impossible de les retenir. « Merci, fiston. Merci. » On s'écarte. Antoine sourit, un sourire triste mais ferme. « Maman serait fière de vous, papa, de ce que vous allez faire, de la façon dont vous allez protéger Nathalie, même si elle ne le mérite pas. » Je confirme. « J'espère, fiston, j'espère. » Antoine prend sa valise. « Je vais me reposer un peu. On se retrouve à quelle heure ?» Je regarde l'heure. 21 heures, dans une salle de réunion réservée. Il y a d'autres personnes que tu dois rencontrer. Il confirme, sort, et je reste seul. Mais pour la première fois depuis des jours, pour la première fois, je ne me sens pas seul. Il est 21 heures. Je suis dans la salle de réunion réservée de l'hôtel.
Une petite salle, grande table, chaise confortable, un grand écran sur le mur. Sylvie est avec moi, Moreau aussi. Gérard, le vieux serveur, est assis dans un coin nerveux. Léa, la réceptionniste, est debout près de la porte. Et il y a une autre personne, une femme que je n'avais pas vue depuis des années. Eugénie, 38 ans. Cheveux foncés, yeux tristes. Elle a travaillé à l'hôtel il y a 3 ans, jusqu'à ce que Grégoire fasse quelque chose qui l'a obligé à démissionner. Moreau étale des papiers sur la table. Documents, photos, enregistrements, vidéos. Tout est là. La vérité entière. La porte s'ouvre. Antoine entre. Il n'a plus cet air perdu de tout à l'heure. Maintenant, il a autre chose sur le visage. De la décision. De la force. Il regarde tout le monde, salue d'un signe de tête, s'assoit à côté de moi et pose sa main sur mon épaule. « Je suis prêt, papa. De quoi avez-vous besoin que je fasse ?» Je regarde mon fils et je ressens de la fierté. La fierté qu'il soit là, qu'il ait compris, qu'il ait pardonné. « J'ai juste besoin que tu sois là, fiston. Demain, quand tout éclatera, à mes côtés, c'est tout. » Antoine confirme. « Toujours. » Je me tourne vers les autres. Bien. Tout le monde ici sait pourquoi il est dans cette salle. Demain 10 heures, dans la salle de réception, toute la famille sera présente et on va tout montrer. Mais avant, j'ai besoin que tout le monde sache exactement ce qu'on va présenter, ce qu'on va dire et comment on va faire. Moreau se lève. Je commence. Il prend une pochette épaisse et l'ouvre. Ici, il y a tout sur Grégoire. 3 prêts irréguliers. Total, 2 200 000 €. Il a utilisé les propriétés de Nathalie comme garantie, et elle a signé sans savoir pourquoi. Moreau fait passer les documents sur la table. Tout le monde regarde, vérifie, lit. Antoine lit attentivement, et son expression se ferme. « Ça, c'est un délit. » Moreau confirme. « Oui, et il y a plus. L'argent n'est pas allé dans un vrai investissement. Il est allé sur le compte personnel de Grégoire. Investissement fantôme, affaire qui n'existe pas. Si la banque exécute ses prêts, Nathalie perd tout. » Antoine me regarde. « Papa, elle sait ?» Je secoue la tête. « Rien. Grégoire dit que c'est de la paperasse normale, des impôts, des trucs de notaire. Et elle signe parce qu'elle fait confiance. » Antoine serre le poing. « Ce salaud. » Sylvie entre dans la conversation. Et il y a plus. Marco Ferretti, ce soi-disant partenaire investisseur de Grégoire, c'est un escroc connu. Il a été démasqué à Milan il y a 2 ans. Il a pris 3 ans. Il est en liberté conditionnelle depuis 6 mois. Si Grégoire signe quoi que ce soit avec lui demain, il devient complice. Sylvie prend sa tablette et nous montre à tous des photos de Marco, des articles de journaux, des rapports. Les autorités sont déjà prévenues. Elles attendent juste le signal. Si Grégoire essaie de signer quoi que ce soit avec Marco demain, il les arrête tous les deux. Antoine parle avec une froideur que je n'avais jamais entendue chez lui. Parfait, qu'il pourrisse en prison. Je regarde Eugénie. Elle est silencieuse, les mains sur les genoux, fixant la table comme si la table avait du poids. Eugénie. Je parle doucement. Elle lève les yeux. « Tu es sûre de vouloir faire ça? Raconter ton histoire devant tout le monde ?» Elle respire profondément et confirme. « Oui, monsieur Marcel, j'ai gardé ça 3 ans. J'ai eu peur 3 ans. Mais maintenant, non. Maintenant, il est temps que tout le monde sache quel genre d'homme est Grégoire Beaumont. » Eugénie se lève et va devant la salle. Tout le monde regarde. Sa voix commence en tremblant, mais se raffermit, comme quelqu'un qui prend courage en parlant. « Il y a 3 ans, je travaillais ici dans cet hôtel. J'étais assistante événementielle. J'organisais des mariages, des conférences, ce genre de choses. Un jour, un groupe est venu, une famille, pour une célébration. Je ne me souviens même plus de quoi, mais l'un d'eux était Grégoire Beaumont. Elle s'arrête, respire, continue. Au début, il a été sympathique. Il a posé des questions sur le menu, les options, les prix, normal. Mais après, il a commencé à me chercher, à me poser des questions personnelles. Si j'avais un copain, si je vivais seul, si je voulais gagner de l'argent à côté. Je vois Antoine serrer la mâchoire.
Je vois Gérard baisser la tête. Je vois Léa porter la main à sa bouche, choquée. Eugénie continue. Un soir après un événement, il m'a attendu sur le parking. Il m'a proposé de l'argent, beaucoup d'argent, pour que je passe du bon temps avec lui. Les larmes commencent à couler sur son visage, mais elles ne s'arrêtent pas. J'ai dit non, j'ai dit qu'il se trompait, que je travaillais juste ici. Il a ri. Il a dit que toute femme a un prix, que je n'avais qu'à dire combien je voulais. J'ai essayé de partir, mais il m'a attrapé le bras. Fort. Il m'a fait mal. Et il a dit que si j'ouvrais la bouche, si je racontais à quelqu'un, il me détruirait, qu'il avait des contacts, qu'il ruinerait ma vie, que personne ne me croirait. Eugénie s'essuie le visage avec la main. Le lendemain, j'ai démissionné. Je n'ai dit à personne la raison. Je suis juste parti, et je ne suis jamais revenu, jusqu'à maintenant. Dans la salle, un silence qu'on pourrait presque entendre l'air passer. Antoine se lève, va vers elle et pose la main sur son épaule. « Merci, merci pour ton courage. » Je me lève aussi et vais vers elle. « Pardonne-moi, Eugénie, je ne savais rien. Si j'avais su... » Elle secoue la tête. « Ce n'est pas votre faute, monsieur Marcel. Vous n'avez rien fait de mal. C'est lui qui a fait. Et demain, tout le monde saura quel genre d'homme il est. » Je confirme de la tête et la serre brièvement dans mes bras, respectueusement. Puis je me tourne vers tout le monde. C'est ça qu'on va montrer demain. Les documents de Moreau, le dossier de Marco que Sylvie a constitué, le témoignage d'Eugénie et la vidéo. La vidéo de Nathalie et Grégoire parlant de moi, me rabaissant, planifiant d'utiliser mes propriétés, attendant que je disparaisse pour tout garder. Moreau se lève. Tout est prêt. Vidéo, audio, documents, témoignages, tout sur une clé USB. C'est déjà connecté à l'écran de la salle de réception. Vous donnez le signal et la présentation commence. Sylvie complète. La salle est préparée. Grande table pour 8 personnes. Petit déjeuner soigné, fleurs, bougies, tout est beau. Ils vont arriver en croyant que c'est une attention de l'hôtel, un petit déjeuner spécial de courtoisie. Elle fait un sourire sans aucune joie. Marco sera là aussi. J'ai envoyé une invitation personnelle. L'hôtel veut le remercier pour sa visite. Il a accepté tout de suite. Antoine demande « Et les autorités ?» Sylvie confirme. Elles seront dehors, en attente. Si Grégoire tente quoi que ce soit, si Marco essaie de s'enfuir, il les attrape. Je regarde un par un, Sylvie, Moreau, Antoine, Gérard, Léa, Eugénie. Merci, merci d'être là, de croire en moi, de m'aider à faire ça. Antoine me serre l'épaule. Vous n'avez pas à remercier, papa, c'est ce qui est juste. Je prends mon téléphone et regarde la photo de Colette, la photo que je garde toujours sur moi. Je regarde ses yeux et je me souviens de ses derniers mots. Fais-le quand il le faudra, Marcel, quand ce sera nécessaire. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Je range le téléphone et je parle. Encore une chose, demain, quand je montrerai tout, Nathalie va s'effondrer, elle va pleurer, elle va demander pardon. Et peut-être que quelqu'un ici aura pitié d'elle. Je respire et continue. Mais j'ai besoin que vous compreniez. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice, c'est de la protection. La protection d'elle contre Grégoire et contre elle-même, contre cette ambition qui l'a aveuglée. Antoine confirme. On comprend, papa. Sylvie se lève. Monsieur Marcel, il est déjà 22 heures. Tout le monde a besoin de se reposer. Demain sera une très longue journée. Et elle a raison. Tout le monde se lève et sort un par un. Je dis au revoir à chaque personne. Antoine est le dernier. Papa, vous allez bien? Je le regarde. Je vais bien, Antoine. Nerveux, effrayé. Mais je vais bien. Il sourit. Maman serait fière. Je confirme. J'espère, fiston. J'espère. Antoine sort. Je reste seul dans la salle. J'éteins les lumières et je m'en vais. Je marche dans le couloir de l'hôtel. Tout est calme. Silence de l'aube qui approche. Je monte dans ma suite, j'entre, je m'assois sur le balcon et je regarde la mer, les étoiles, la lune. Et je pense à tout ce qui va se passer demain, à la façon dont Nathalie va réagir.
à la façon dont Grégoire va s'effondrer quand il n'aura plus nulle part où fuir, à la façon dont toute la famille va découvrir qui je suis, qui j'ai toujours été. Je pense à Colette, à comment on a tout construit ensemble, brique par brique, sans faire de bruit. Et je me souviens de ce qu'elle m'a demandé. Prends soin de Nathalie, même si elle ne le mérite pas. Et c'est ce que je vais faire demain. Je vais prendre soin d'elle de la seule façon que je connais, en montrant la vérité. Je reste sur le balcon jusqu'à tard. Très tard, je vois les lumières de l'hôtel s'éteindre une à une. Je vois la mer devenir plus sombre. Je vois les étoiles briller plus fort. Et enfin j'entre. Je me couche, je ferme les yeux. Et pour la première fois depuis des semaines, je dors profondément. Sans cauchemar, sans doute, parce que je sais que demain, tout change pour toujours. Et je suis prêt. Plus que prêt. Colette m'a préparé pour ça. Elle m'a donné les outils. Elle m'a donné l'amour. Elle m'a donné la force. Et demain, je vais tout utiliser. Pour Nathalie, pour Antoine, pour Chloé, pour tous ceux que Grégoire a déjà blessés. Et pour moi. Pour l'homme qui a passé toute sa vie invisible, mais qui demain sera impossible à ignorer. Il est 10 heures. Je suis dans le couloir, juste devant la salle de réception. On entend des voix à l'intérieur, des rires. Ma famille. Ils sont arrivés il y a une dizaine de minutes. Tous déconcertés par l'invitation. Petit déjeuner spécial de courtoisie. L'hôtel vous remercie de votre confiance. C'est ce qui était écrit sur le carton que Sylvie a envoyé dans leur chambre ce matin. Grégoire doit se sentir comme un roi. Enfin la reconnaissance qu'il croit mériter. J'ajuste mon costume clair, je passe la main sur le badge doré sur ma poitrine. Propriétaire, Marcel Thierry. Je prends une grande inspiration. Derrière moi se trouvent Sylvie, Moreau, Antoine, Gérard, Léa. Tous avec leur badge, tous prêts. Antoine pose sa main sur mon épaule. « Papa, vous êtes prêt ?» Je confirme. « Plus que prêt, fiston. » Sylvie parle dans sa radio. « Lumière. Maintenant. » J'entends un clic. Les lumières de la salle baissent. À l'intérieur, j'entends des exclamations confuses. « Hein? C'est quoi ça ?» C'est la voix de Grégoire. Les écrans géants s'allument. Le logo apparaît, énorme. Groupe hôtelier Thierry & Associés. 35 ans d'excellence. Silence. Puis la voix de Grégoire à nouveau, déjà irritée. « C'est quoi ce bordel? C'est mon tour. » Je marche jusqu'aux portes. J'ouvre, j'entre dans la salle et tout le monde se retourne d'un coup. Grégoire est debout à côté de la table. Nathalie est assise, les yeux écarquillés, comme si elle avait vu un fantôme. Philippe a la fourchette en l'air. Martine a la main sur la poitrine. Damien et Virginie me regardent, sans comprendre. Chloé, ma petite fille, a des larmes dans les yeux. Et Marco Ferretti, l'escroc, est assis à côté de Grégoire avec un sourire qui s'efface à l'instant où il me voit. Je marche lentement. Et à chacun de mes pas, le bruit de mes chaussures résonne dans ce silence comme un marteau. Derrière moi, entre les autres. Sylvie, Moreau, Antoine, Gérard, Léa, tous en uniforme badge brillant sur la poitrine. J'arrive devant la salle, je m'arrête face à la table, face à ma famille. Je les regarde, un par un. Grégoire a la bouche ouverte. Nathalie est pâle. Philippe fronce les sourcils. Et moi je fais un petit sourire. Calme. Bonjour. Ma voix sort claire, ferme, sans trembler. Grégoire est le premier à réagir clairement. Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a invité? Je ne réponds pas. Je le regarde simplement. Et ce regard le fait taire une seconde. Bienvenue à l'hôtel Le Rocher Blanc. Les écrans derrière moi prennent vie. Des photos anciennes apparaissent, d'il y a 35 ans. Un terrain vide, les premiers plans sur papier. La construction qui s'élève, l'inauguration. Et sur toutes les photos, il y a moi, plus jeune, avec Colette à mes côtés, coupant le ruban, souriant, accueillant les clients. Cet hôtel a été fondé en 1990 par moi et par ma femme, Colette Thierry. Les écrans continuent de changer. Plus d'hôtel, plus d'inauguration, plus de certificats, plus de plaques. Cet hôtel est l'un des 12 hôtels-boutiques que j'ai fondés il y a 35 ans. Le groupe hôtelier Thierry & Associés, présent sur une bonne partie du littoral français. Nathalie laisse échapper un son étrange, comme un gémissement étouffé,
comme si elle avait reçu un coup dans l'estomac. Grégoire secoue la tête, perdu. « Non, c'est impossible. Vous êtes... » Il ne finit pas, parce qu'il a déjà compris. Maintenant, il a compris. Philippe essaie de se lever. C'est forcément une erreur, un malentendu. Je le regarde simplement. Je le regarde, c'est tout. Et il se rassoit lentement, comme quelqu'un qui perd la force dans les jambes. « Asseyez-vous, monsieur Beaumont. » Je parle à Grégoire, froidement. Il reste debout, tremblant. « Asseyez-vous, je n'ai pas fini. » Grégoire s'assoit comme un gamin pris en faute quand il réalise qu'il a dépassé les bornes. Je continue. Les écrans montrent maintenant des documents. Acte de propriété, registre, part sociale. Tout à mon nom, tout légal, tout réel. Ma femme et moi avons pris une décision il y a de nombreuses années. On a choisi de vivre avec humilité, sans luxe, sans étaler, parce qu'on croyait en quelque chose, que nos enfants devaient apprendre la valeur des choses avant de connaître leur prix. Je regarde Nathalie. Elle a les deux mains sur la bouche, des larmes coulent en silence. Colette avait peur d'une chose, peur que si nos enfants savaient qu'on avait de l'argent, ils grandiraient en pensant que l'argent c'est tout. Que les gens n'ont pas d'importance, qu'on peut acheter ce qu'on veut et marcher sur qui on veut. Je m'arrête. Les écrans montrent une grande photo de Colette, belle, souriante. On avait un plan, tout raconté quand vous seriez mûr, quand vous comprendriez. Je fixe Nathalie dans les yeux. Mais ta mère avait raison, il y a des gens qui ne comprennent jamais. Les écrans changent à nouveau. Maintenant apparaît une vidéo. Mon salon, il y a 3 mois. Nathalie et Grégoire seuls en train de discuter. L'audio commence et remplit la salle. La voix de Nathalie dans la vidéo. Mon père n'a rien, Grégoire. Il a vécu toute sa vie comme un raté. Nathalie, la vraie, crie, désespérée. Non, éteignez ça. Elle se lève de sa chaise. Mais la vidéo continue. La voix de Grégoire dans la vidéo. Mais il a ses propriétés, celles qu'il t'a laissées. Ça doit valoir quelque chose. Nathalie dans la vidéo. Peut-être, mais pas grand-chose. Mon père n'a jamais eu de vision, n'a jamais su gagner de l'argent pour de vrai. Grégoire la prend dans ses bras dans la vidéo. T'inquiète pas, mon amour, je sais comment gérer ça. Je vais faire fructifier ses propriétés. Je vais multiplier cet argent. Et quand ton père, eh bien quand il ne sera plus là, tout sera à nous. Nathalie rit dans la vidéo, et puis vient la phrase qui achève de briser toute excuse. En attendant, laisse-le croire qu'on est une famille heureuse. Laisse-le croire qu'on l'aime. C'est plus facile comme ça. La vidéo s'arrête. Silence. Un silence lourd. De plomb. Nathalie est debout, tremblante, en larmes, me regardant avec désespoir. Papa, c'était... Je n'ai pas... Je lève la main. Hors contexte, Nathalie? Ma voix sort froide maintenant, tranchante. C'était pas exactement ce que tu as dit? Ce que tu as pensé? Ce que tu as ressenti? Nathalie tombe à genoux. Elle pleure avec des sanglots qui secouent son corps. Mais je ne m'arrête pas. Je ne peux pas m'arrêter, parce que ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour tous ceux que Grégoire a blessés. Les écrans changent à nouveau. Maintenant, ce sont des relevés bancaires. Prêt, transfert, compte, chiffre, signature. Grégoire Beaumont. Je prononce son nom comme s'il avait mauvais goût dans la bouche. Vous avez fait 3 prêts en utilisant les propriétés de ma fille comme garantie. Total, 2 200 000 €. Vous avez dit à Nathalie que c'était de la paperasse normale, des impôts, de la routine, et elle a signé en vous faisant confiance. Moreau fait un pas en avant et pose un dossier sur la table. Les documents sont ici, chaque prêt, chaque signature, chaque transfert vers son compte. Les écrans montrent plus, investissement fantôme, affaires qui n'existent pas, argent qui disparaît. Si les banques exécutent ces prêts, Grégoire, ma fille perd tout, tout ce que j'ai laissé. Tout ce que Colette voulait qu'elle ait. Philippe se lève d'un bond. C'est un mensonge. Mon fils n'aurait jamais... Mais sa voix meurt quand il voit les papiers, quand il voit les montants, quand il voit la vérité avec tampon, date et signature. Mais il y a plus, dis-je, et les écrans changent à nouveau. Maintenant apparaît Eugénie, une vidéo enregistrée ce matin. Elle est assise, regardant la caméra, racontant son histoire. Comment Grégoire a insisté, a proposé de l'argent, a menacé.
l'a touché de force sur le parking. Chaque mot est un coup. Grégoire se lève. C'est un mensonge. Elle ment. Mais alors les écrans montrent plus. Des enregistrements audio. La voix de Grégoire. Ce vieil inutile n'a rien. Nathalie croit qu'il a quelque chose, mais il est fauché. Il ne fait que gêner. Un autre enregistrement. Quand il finira par crever, on récupère tout. Là, on vivra bien. Un autre. Marcel Thierry est un médiocre. Toute sa vie a été un échec. Je ne sais pas comment Nathalie ne l'a pas vu avant. Et le dernier enregistrement, d'il y a 2 jours. Grégoire parlant avec Marco. Demain on signe. Les propriétés passent à ton nom. Tu fais le virement et on partage le bénéfice. Nathalie ne saura jamais rien. Silence à nouveau. Grégoire est blanc. Il tremble. Martine, sa mère, regarde son propre fils avec horreur. Philippe a la tête entre les mains, comme s'il voulait disparaître. Je me tourne vers Marco Ferretti. Il transpire. Il regarde vers la porte. Il calcule s'il peut s'échapper. Monsieur Ferretti. Je prononce son nom bien clairement. Fraude immobilière à Milan, 2022. 3 ans de prison. Liberté conditionnelle depuis 6 mois. Les autorités savent déjà que vous êtes ici et connaissent votre plan avec Grégoire Beaumont. Marco se lève d'un bond et essaie de courir. Mais les portes s'ouvrent. 2 gendarmes en uniforme entrent, menottes à la main. Marco Ferretti. Vous êtes en état d'arrestation, dit l'un d'eux. Marco essaie de résister, crie, fait un scandale. C'est un coup monté, je n'ai rien fait. Mais les gendarmes le maîtrisent, lui passent les menottes et l'emmènent. Les cris s'éloignent dans le couloir. Grégoire reste figé, paralysé, regardant vers la porte, sachant qu'il est le prochain. Philippe se lève, essaye de défendre son fils. Attendez, c'est forcément une erreur. Mon fils est un homme d'affaires respectable. Il a des affaires légitimes. Moreau coupe, sec. Monsieur Beaumont, voici les documents qui prouvent chaque accusation. Si vous voulez vérifier, ne vous gênez pas. Mais je vous préviens, votre fils est impliqué dans fraude, détournement et complicité. Grégoire parle enfin, mais sa voix sort brisée, désespérée. C'est un coup monté, il a monté tout ça. Et il me pointe du doigt. Marcel a monté tout ça pour nous humilier. Je marche vers lui lentement. Je m'arrête devant lui. Je le regarde de haut parce qu'il est assis, recroquevillé, petit, pathétique. Un coup monté, Grégoire. Ma voix sort basse, mais tout le monde entend. Un coup monté, c'est révéler la vérité. Un coup monté, c'est protéger ma fille d'un voleur, d'un harceleur, d'un homme qui l'utilisait pour lui voler tout. Je me penche un peu, juste pour qu'il me regarde bien dans les yeux. Non, Grégoire, ça, ce n'est pas un coup monté. Ça, c'est la justice. Je redresse le dos et regarde la salle. Tu m'as traité de médiocre. Tu as dit que je n'avais fait qu'exister, que je n'avais rien fait de ma vie. Je montre autour de moi, la salle, les écrans, les employés derrière moi. 7 hôtels et 11 autres sont à moi. Ils l'ont toujours été. Chaque fois que tu venais ici, chaque fois que tu te plaignais du service, chaque fois que tu humiliais un employé, j'étais là à observer, à attendre et à signer chaque chèque qui payait ton séjour. Je regarde ma famille. Philippe et Martine sont debout, prêts à fuir. Damien et Virginie sont déjà à la porte, remuant, voulant disparaître. Chloé court vers moi et me serre fort dans ses bras, pleurant sur ma poitrine. « Papy, pardon, pardon vraiment. » Je lui caresse les cheveux. « Ce n'est pas ta faute, ma petite, ça ne l'a jamais été. » Antoine arrive aussi. Il se met à mes côtés et pose une main sur mon épaule. On reste là ensemble, père et fils. Comme ça aurait toujours dû être. Je regarde Nathalie. Elle est encore par terre, à genoux, détruite. Elle essaie de parler, mais seuls des pleurs étouffés sortent. « Papa, s'il te plaît. Je lève la main. « Non, Nathalie. Pas maintenant. » Ma voix sort ferme, mais pas cruelle. Maintenant, ce n'est pas le moment de parler. Maintenant, c'est le moment de comprendre. Comprendre ce que tu as perdu, ce que tu as failli perdre, et ce que tu as fait à ta propre famille. Je fais une pause. Demain, on parle, quand tu seras prête à écouter. Quand tu seras prête à voir la vérité. Pas la vérité que Grégoire t'a vendue, mais la vraie.
Je me retourne et marche vers la porte. Antoine et Chloé viennent avec moi. Sylvie, Moreau, Gérard et Léa suivent derrière. On sort. Les portes se ferment derrière nous. Et à l'intérieur reste le silence. Et Nathalie, brisée, seule, comprenant enfin qui était son père et qui elle était devenue. Je marche dans le couloir de l'hôtel, Antoine à mes côtés, Chloé accrochée à ma main. Sylvie devant, Moreau derrière, comme des gardes, comme un mur. On arrive dans le hall. Il y a des clients qui prennent leur petit déjeuner, lisent le journal, regardent leur téléphone, qui vivent leur vie normale, comme si rien ne s'était passé. Mais pour moi, tout vient de changer. 35 ans de silence, 35 ans d'invisibilité. Et en 10 minutes, je suis devenu visible, impossible à ignorer. On sort sur la terrasse. Le soleil est fort. La mer est calme. Je m'assois sur une chaise. Antoine s'assoit à côté de moi. Chloé s'assoit sur mes genoux. Elle pleure encore. Mais c'est différent maintenant. Ce n'est plus seulement de la tristesse. C'est du soulagement. « Ça va, papy ?» Elle demande d'une toute petite voix. Je lui souris. « Ça va, ma petite. Pour la première fois depuis longtemps, ça va. » Je regarde l'horizon et je pense à Colette. J'ai réussi, mon amour. Je parle tout bas. J'ai montré la vérité. Maintenant, il ne reste qu'à attendre. Attendre pour voir si Nathalie arrive à se relever, si elle arrive à changer, si elle arrive à être la fille que tu voulais qu'elle soit. Une petite brise passe, tiède, comme une caresse. Et je sais que Colette est là, qu'elle a tout vu, et qu'elle est en paix. Chloé arrive en courant et saute sur mes genoux. « Tout va bien, papy ?» Je lui embrasse le front. « Tout va bien, ma petite. Tout va bien. » 3 jours plus tard, je reçois un appel. C'est Nathalie. « Papa, j'ai demandé le divorce. Les papiers ont été déposés il y a 3 jours. Les avocats s'en occupent. Les propriétés sont déjà revenues à mon nom. Les prêts sont en train d'être annulés. Moreau s'occupe de tout. » Je confirme de la tête. « Et toi, comment tu vas ?» Antoine respire profondément. Elle est dévastée. Elle ne sort plus de sa chambre depuis des jours. Elle ne fait que pleurer et écrire. Elle écrit des lettres. Pour toi, pour moi, pour maman. Mais elle ne les donne pas. Elle écrit, c'est tout. Il fait une pause. Je crois qu'elle a enfin ouvert les yeux, papa. Je crois qu'elle a enfin compris. Je regarde mon café. J'espère, fiston. J'espère. J'entends des pas. Je tourne la tête. C'est Chloé. Elle arrive doucement jusqu'à nous. Elle a l'air plus grande qu'il y a une semaine, plus mûre, comme si elle avait vieilli de plusieurs années en quelques jours. Elle s'assoit sur la chaise de l'autre côté et me regarde avec ses grands yeux qu'elle a hérités de Colette. « Papy », sa voix sort basse, prudente. « Maman veut te voir. » Je sens ma poitrine se serrer. « Elle est prête ?» Chloé confirme. « Je crois que oui. » Elle est en train de ranger sa chambre, d'organiser ses affaires. Elle dit qu'elle a besoin de recommencer, qu'elle a besoin d'être différente, mais qu'elle n'y arrive pas sans te parler d'abord. Antoine me regarde. Donne-lui une chance, papa. Pour maman, pour Chloé, pour toi aussi. Je regarde ma petite fille. Je vois des larmes dans ses yeux. Je vois de l'espoir. Et je ne peux pas refuser ça. D'accord, dis-je. Dis-lui de venir. Chloé se lève d'un bond, me serre dans ses bras. Merci, papy. Et elle part en courant. Antoine me serre l'épaule. Il ne dit rien. Il n'a pas besoin. 10 minutes plus tard, je la vois. Nathalie arrive en marchant lentement sur la terrasse, venant vers nous. Elle est différente, sans maquillage, cheveux simples, vêtements ordinaires. Rien de cette élégance apprêtée qu'elle portait comme une armure. Elle est petite, vulnérable, humaine. Elle s'arrête devant moi. Elle ne dit rien. Elle me regarde juste. Et moi, je la regarde en retour. Je vois la petite fille qu'elle a été. La petite fille que j'ai portée dans mes bras. La petite fille qui disait « Je t'aime, papa » avant de dormir. Mais je vois aussi la femme qui m'a traité de médiocre, qui m'a exclu, qui a ri quand Grégoire m'humiliait, et je ne sais pas ce que je ressens. Elle parle enfin. Sa voix est éraillée d'avoir tant pleuré. Je peux m'asseoir ?
Je confirme de la tête. Elle s'assoit lentement, comme si elle avait peur de casser quelque chose rien qu'en s'appuyant. Antoine se lève. Je vais vous laisser discuter. Et il sort. Il ne reste que moi et elle, père et fille. Mais on dirait deux étrangers. Le silence s'installe, long, inconfortable. Jusqu'à ce que Nathalie parle. Je n'ai pas d'excuses. Les larmes coulent sur son visage et elle ne les essuie même pas. Elle les laisse juste tomber. J'ai été cruelle, j'ai été ambitieuse, j'ai été tout ce que maman avait peur que je devienne, et pire. Elle passe la main sous son nez comme une enfant. J'ai passé toute ma vie à croire que je valais par ce que j'avais, par mon apparence, par qui j'avais épousé, par ce que les autres allaient penser de moi. Et j'ai perdu la seule chose qui comptait. Elle me regarde dans les yeux. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma fille, et je t'ai perdu, toi, papa. Je t'ai perdu, l'homme qui m'a élevé, qui m'a aimé, qui a toujours été là, et je t'ai traité de médiocre, je t'ai exclu. J'ai ri quand Grégoire t'humiliait. Ses pleurs augmentent, lourds. Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu être aussi aveugle et aussi cruel? J'écoute sans interrompre. Parce que ça, c'est ce dont j'avais besoin. J'avais besoin qu'elle parle, qu'elle assume, qu'elle comprenne. Nathalie continue. Et les mots commencent à sortir comme un torrent, comme si elle les avait retenus pendant des jours et que soudain son corps ne supportait plus de les garder. Quand j'ai vu cette vidéo, quand je me suis vu dire ces choses de toi, j'ai senti que je mourais à l'intérieur, parce que ce n'était pas moi. Ou c'était moi, non, mais pas la personne que je veux être. Pas la personne que maman a élevée, pas la fille que tu méritais. Elle essuie ses larmes avec ses mains qui tremblent. Et Grégoire, mon Dieu, papa, j'ai cru qu'il m'aimait. J'ai cru qu'on construisait une vie ensemble. Mais il m'a juste utilisé, manipulé. Et j'ai été tellement bête que j'ai cru à tout. J'ai signé tout ce qu'il mettait devant moi, en faisant confiance, en croyant que c'était de l'amour. Elle s'arrête, prend une inspiration. Mais je ne peux pas lui mettre toute la faute, parce que j'étais déjà comme ça avant de le connaître. J'étais déjà ambitieuse, déjà froide. Je marchais déjà sur les gens. Grégoire m'a juste rendu pire. Et là, elle me regarde. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches que je regrette. Je regrette de chaque parcelle de mon être. Je ne vais pas gâcher cette chance. Je te le promets. Je prends une grande inspiration. Je regarde la mer, je regarde les vagues, je regarde le ciel, et je pense à Colette, à ce qu'elle me dirait, à ce qu'elle voudrait que je fasse. Et alors je parle. Nathalie, je t'ai déjà pardonné. Elle ouvre les yeux, surprise. Déjà? Je confirme. Il y a des jours. Le jour où j'ai pris la décision de tout montrer, je t'avais déjà pardonné, parce que c'est ce que ta mère m'a demandé. Prends soin de Nathalie. Même si elle ne le mérite pas, prends soin d'elle. Et c'est ce que je fais. Je prends soin de toi à ma manière. Je la regarde droit dans les yeux. Mais pardonner, ce n'est pas oublier, Nathalie. Ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas revenir à ce qu'on était avant. Et ce n'est pas dire que je te fais confiance. Parce que la confiance se construit. Et toi, tu l'as complètement détruite. Elle confirme pleurant davantage. Je sais, papa. Je continue. Et pardonner ne veut pas non plus dire qu'il n'y a pas de conséquences, parce qu'il y en a, et beaucoup. Je penche le corps un peu en avant. Tu vas travailler, Nathalie, pas dans mes hôtels, pas dans un poste confortable que je t'arrangerai. Tu vas travailler dans un emploi normal, un emploi où tu devras gagner chaque centime, où tu apprendras ce que c'est que suer, être fatigué, se lever tôt et donner de la valeur au travail. Nathalie me regarde sans protester, sans se plaindre. Elle confirme juste, comme quelqu'un qui accepte. Oui, papa, comme tu voudras. Je continue. Tu vas apprendre à traiter les gens avec respect. Les serveurs, les réceptionnistes, ceux qui nettoient les chambres, ceux qui font la vaisselle, tout le monde, parce qu'ils valent autant que toi. Ou plus même, parce que ils savent ce que c'est que travailler correctement. Je fais une pause. Et tu vas faire une thérapie. Tu vas parler à quelqu'un.
Tu vas comprendre pourquoi tu es devenu comme ça, pourquoi tu donnais de la valeur aux mauvaises choses, et tu vas travailler pour changer ça. Nathalie confirme à chaque phrase, comme si elle gravait tout dans sa tête, et je dis lentement, « Et si dans un an, je vois que tu as vraiment changé, que ce n'est pas juste des paroles, que ce n'est pas juste parce que tu veux mon argent ou mon approbation, mais parce que tu as vraiment changé, alors on parle. On parle de reconstruire notre relation, on parle de redevenir père et fille, mais pas avant. » Nathalie se lève, vient vers moi, s'agenouille devant ma chaise et prend mes mains. « Merci, papa. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci de me donner cette chance. Je ne vais pas la gâcher. Je te le promets. » Je lui serre les mains. Promettre, c'est facile, Nathalie. Le difficile, c'est de tenir. Elle confirme. Elle se lève. Elle essuie son visage. Je vais te le prouver, tous les jours. Pour le reste de ma vie. Elle se retourne pour partir, mais s'arrête et regarde à nouveau. « Papa, je peux ?» Elle ne finit pas, mais je comprends. Je confirme de la tête. Elle vient et me prend dans ses bras, une étreinte tremblante, pleine de larmes, pleine de regrets. Et pour la première fois depuis des années, pour la première fois, je la serre en retour. Pas comme avant, pas avec la même confiance, mais avec espoir, avec l'espoir que peut-être ma fille revienne. La vraie. Celle dont Colette rêvait. On se sépare. Elle essuie ses yeux. « Je t'aime, papa. » Elle dit tout bas. Je confirme. « Et moi aussi je t'aime, ma fille. Je t'ai toujours aimé. C'est pour ça que je fais ça. » Elle fait un sourire triste mais sincère et s'en va, marchant lentement, comme si elle portait le monde sur ses épaules. Et peut-être qu'elle le porte vraiment. Mais maintenant c'est son poids à porter. C'est sa leçon à apprendre. Je reste seul sur la terrasse. Antoine apparaît 5 minutes plus tard et s'assoit à côté de moi. Alors comment ça s'est passé? Je respire profondément. Ça s'est bien passé, je crois. Elle a l'air sincère, mais seul le temps le dira. Antoine confirme. Maman serait fière de toi, papa, de comment tu as géré ça, de comment tu as protégé Nathalie, même d'elle-même. Je regarde l'horizon et je pense à Colette, à son sourire, à sa main, à sa voix. J'ai réussi, mon amour. Je parle tout bas, sachant que d'une certaine façon elle m'entend. J'ai donné la leçon, j'ai montré la vérité. Maintenant, ça dépend d'elle. Ça dépend si elle veut changer, si elle veut être meilleure, si elle veut t'honorer. Une petite brise passe, tiède, comme une caresse. Et je sais que Colette est là, qu'elle a tout vu, et qu'elle est en paix. Chloé arrive en courant et saute sur mes genoux. « Tout va bien, papy ?» Je lui embrasse le front. « Tout va bien, ma petite. » Tout va bien. 3 jours plus tard, je reçois un coup de fil. C'est Nathalie. « Papa, j'ai trouvé un emploi dans une brasserie près de chez moi. Je commence demain. » J'entends de la fierté dans sa voix, pas pour le travail en lui-même, mais pour avoir réussi toute seule. « Très bien, ma fille, » dis-je. Et je le pense vraiment. 1 semaine plus tard, un autre coup de fil. « Papa, j'ai commencé la thérapie, 2 fois par semaine. C'est dur. Mais j'y vais. » Je souris. Continue. 1 mois plus tard, Chloé vient à l'hôtel et me raconte. « Maman est différente, papy. Elle rentre fatiguée du travail, mais elle sourit plus. Elle me demande comment s'est passée ma journée. Elle cuisine avec moi. Comme avant. Comme quand mamie était vivante. » Je sens quelque chose de chaud dans la poitrine. De l'espoir. 2 mois plus tard, Antoine me rend visite. Nathalie m'a appelé. Elle voulait s'excuser pour la façon dont elle m'a traité. Pour l'histoire de la fac. Pour tout. On a discuté pendant 3 heures, papa. Il fait une pause. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je parlais avec ma sœur, avec la vraie. Et je sais que le changement est réel, lent, douloureux, mais réel. 6 mois plus tard, je suis sur la terrasse, mon endroit préféré. Nathalie arrive, fatiguée du travail, avec son uniforme de la brasserie, mais souriante. Elle s'assoit à côté de moi. « Salut, papa. » Je souris. « Salut, ma fille. » On prend un café ensemble en silence. Un silence bon,
confortable, pas forcé. Un silence de gens qui n'ont plus besoin de faire semblant. Après un moment, elle parle. « Merci, papa, de ne pas m'avoir laissé tomber, de m'avoir appris, de m'avoir aimé. Même quand je ne le méritais pas. » Je lui prends la main. « Je t'ai toujours aimé, Nathalie, et je t'aimerai toujours. Mais maintenant, je t'aime différemment. Je t'aime en voyant la personne que tu es en train de devenir. Pas celle que tu étais, mais celle que tu peux être. » Elle pleure, mais ce sont de bonnes larmes, de gratitude, de soulagement. On reste là, père et fille, regardant la mer, et je pense, parfois, ceux qu'on aime le plus sont ceux qui nous blessent le plus. Non pas parce qu'ils sont mauvais par nature, mais parce qu'ils sont perdus. Et parfois, il faut laisser la personne tomber pour qu'elle apprenne à se relever toute seule. Ma fille m'a traité de médiocre. Elle m'a humilié. Mais aujourd'hui, elle a la chance d'être libre, d'être elle-même. Et ça vaut plus que n'importe quel hôtel. Et toi? Est-ce que quelqu'un que tu aimais t'a déjà fait te sentir invisible? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-le-moi dans les commentaires. Si cette histoire t'a touché, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Ici, il y a de nouvelles histoires tout le temps.